Bonjour, bienvenue à l'édition spéciale dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par Club de lutte, moi-même TJ Holiday. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi, Big Papa Pump est venu m'écœurer chez nous, fait qu'on fait Halloween avec 2000. Marc? Tu Marc? Hey, salut TJ! Sacrement. Je suis déguisé! T'es déguisé en quoi? Ben, je sais pas. Ah, Je suis un c'est des. ça Je que tu vas pense que je suis un des Sting. faire. Lequel? Il y en a eu genre 50. Hey, c'est une petite joke, TJ. Ben ouais, hein, faut bien détendre l'atmosphère. Faut bien Ah, un dire. autre joke? Attends C'est un autre joke, ça? Non, ça, c'est une équipe qui n'a pas perdu encore. Ouais, cette année, ils sont corrects à date, mais ça va changer, ça changerait vite dans le football. Hein. Ouais, ils vont se faire éliminer en première ronde, mon TJ. C'est On est, souvent ça on qui parle- arrive avec les Packers. Ouais, c'est pas en deux punts, par exemple, aujourd'hui. Là. Non, c'est un spécial Halloween. Halloween avec. Bouh! Hey, puis en plus, j'ai l'impression que le WWE écoute nos podcasts. Ça se peut. Parce que là, ils ont récemment, en fait, lors du dernier NXT TakeOver 31, ils ont annoncé le retour d'Halloween Havoc. Oui, mais juste un spécial télévision, par exemple. Ouais. Mais là, Animé par Shotzi Blackheart. en plus, Mhm. est-ce que NXT commence à reprendre tous les vieux shows de la WCW? C'est quoi qui arrive? Hein? Ben, ils ont les droits, fait qu'aussi tu peux en profiter pour faire chier AEW avec un Cody, des surtout. gars que son père, c'est lui qui a inventé tous ces noms-là, ou presque, tu sais. Toi, t'aimes-tu ça, Halloween? J'aimais ça avant quand j'étais plus jeune. Ouais. Ben, à cette heure, Mais ouais, rendu à 34 je suis rendu à 34 ans, là, maintenant, l'Halloween. ouais, surtout que quand il pleut, tu peux pas en passer. Quand il y a le COVID, tu peux pas en passer. Fait que tu sais, à un moment donné, Puis pas besoin d'avoir passé en déguisement pour avoir des bonbons, ça, je me les achète. Puis t'aimes-tu ça, les films d'épouvante, toi? Ça dépend. Je suis pas fort là-dessus, mais ça m'arrive des fois quand je me sens frisky un peu. Des fois, j'en mets un. Là. Bon, ben, on va y aller avec quelque chose que t'es fort, la lutte! Ah oui! Oh! Ben, c'est pas loin d'un film d'horreur, des fois, ça, par exemple. Chris, oui! En tout cas, hashtag une chance de Terry Wilson. Ouais, quand ton show, ouais, c'est ça. Quand c'est Tori Wilson, l'attraction principale de ton show, ça va pas bien. En tout cas, l'attraction principale, pas côté in-ring, par exemple, côté costume. Ouais, côté in-ring, il y a quand même eu du bon. Quand même eu du bon dans ce show-là. Là. Oh ouais, ça n'a pas été totalement mauvais. Je dirais que au moins un bon 30% était bon. Là. Ouais. Ben, c'est mieux que rien, regarde. Ouais, mais c'est le CW, hein, il prenait des chances au moins, il essayait des affaires. C'était pas toujours bon. Pas On souvent. peut pas Bon. leur enlever, hein. On peut pas leur enlever, ça, par exemple. Hein. Ils ont essayé, puis ça n'a pas marché. Ouais, ils ont bien essayé. Mais surtout dans la temps 2000, là, c'était pas mal dans la pente descendante, pas mal. Là. Ouais, ouais. Ils sont était... pas out of action pour rien non plus. Non, on était loin des années de la NWO là, en 96-97. Ouais. Mais bref, la NWO n'en a pas dans ce temps-là, fait qu'on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Hein. Non. Fait que c'est ça, le 29 octobre 2000, en direct du MGM Grand Arena de Las Vegas au Nevada. En direct. Présenté par le jeu Backstage Assault, le jeu qui était sorti pour PS4, pardon, PS1 et Nintendo 64. Le jeu qu'on va parler lors de notre spécial jeu vidéo quand la COVID va être finie. On va faire ça en direct, ouais. justement. Ouais, dommage que le COVID soit là, parce qu'on n'aurait pas avoir le jeu devant nous autres. Oui, exactement. Je l'ai ici, mais ça ne me tente pas d'aller chercher. Bon, c'est correct, je te blâme pas. Ouais, c'est ça. Tu fais autant d'efforts qu'ils ont fait à faire le jeu. Ouais, c'est probablement. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on a cité par le jeu Backstage Assault, comme on l'a dit il y a quelques secondes. Ouais. Et les commentateurs sont un gars qu'on entend encore de nos jours, M. Tony Schiavone. Oh yeah! Je l'aime, Tony, moi. Moi, je l'adore aussi. C'est un de mes. C'est mon préféré à AEW. Son père était dans le business aussi, non? C'est-tu lui son nom? Non, je me mélange avec Tony, je pense. Là, hein? Mike Tenney, ouais, peut-être. Mike Tenney ouais. puis Jack Tenney, non? Jack Tenney, c'est-tu le même? Non, c'est pas Jack Tenney puis Mike Tenney, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas la même famille, c'est ça, l'espoir, je me suis trompé. Non, mais c'est pas le même nom, c'est pas le même nom en partant. Fait que... Ouais, ça, je me Tenney, c'était comme Luke Sonné, mais. Mais là, de toute façon, je suis tanné d'en parler. Oh, c'est parfait. Et pendant que tu d'en parler, les autres commentateurs avec lui, malheureusement, c'était Mark Madden et Stevie Ray, le frère de Booker T. Ouais. Well, ouais. Pas tout gagner, hein? Non. Une chance que Booker était là parce que lui, il n'aurait pas une grosse carrière. Non, mais. Il était correct in ring, là, mais. Ouais, c'est une bonne équipe, là. C'était pas. Ouais, ça en prend toujours un plus faible. Ouais, il était pas si pire que ça, là. Bref, c'est ça.
Fait que, en fond, pour commencer, on a évidemment un petit vidéo d'intro avec des images spooky d'Halloween pour se mettre dans le mood. Exactement. Oui. Puis on commençait avec un match, on commençait en force, on va dire, un match de triple threat pour le championnat par équipe, avec d'un côté les Boogie Knights, équipe formée de Disco Inferno Alex Wright, qui a affronté les Filthy Animals, équipe de Kidman et Rey Mysterio, Junior, dans ce temps-là. Pas de masque en plus. Pas de masque, ouais, ça c'était bizarre. Il faut s'habituer, hein? Ouais. Et ils ont affronté les champions défendants des Natural Born Thrillers, Chuck Palumbo et Sean O'Hare. Mais juste pour revenir à Rey Mysterio, pas de masque, ça c'est. Il avait perdu son masque à cause de Kevin Nash, je ne me trompe pas, lui, non? Oui, c'était un match en équipe Kevin Nash et Scott Hall. Il avait affronté Conan et Rey Mysterio. Ouais. Puis et Alex. C'est... Ouais, vas-y. Puis Alors, Kevin Nash qui avait gagné. Kevin Nash qui avait battu la streak, qui a enlevé le masque à Mysterio. Power Trip. Il a ruiné bien les affaires Kevin Nash. Ouais, il a ruiné pas mal les affaires Kevin Nash. Puis, Exhibit A de pourquoi WWE n'est plus en business aujourd'hui. Entre autres. Puis Alex Wright, on n'en parlera pas souvent dans notre podcast, d'après moi. Alex Wright qui a eu un autre personnage par la suite. Je pense que c'était avant ça, je pense. Je pense que c'était après. C'était pas Berlin, c'est ça? Berlin, ouais, mais il y avait ses cheveux avant, puis là, des Boogie Nights, il n'y avait pas de cheveux. Il a rasé ses cheveux pour faire les Boogie Nights. Fait que Berlin a arrêté avant Alex Wright? Ouais, j'étais genre milieu 99 à peu près. Je vais faire mes recherches là-dessus. Parfait, tu feras ça. Tu marqueras ça sur Facebook si tu as raison. Hey, si tu n'as pas raison, ben marquez pas sur Facebook, parce que je vais te ramasser. Ils sont vraiment chanceux, le monde, quand ils vont avoir dans les commentaires des trucs d'Alex Wright. Exactement. Puis dans le fond, c'est ça, les Natural Born Thrillers, Palumbo et O'Hare, qui venaient du Power Plant. Ouais, le training camp de WCW. Ouais, pour te faire rire que j'ai dit ça. Ça a marché. Power Plant, que Goldberg était là aussi. Oui, beaucoup de monde qui était homemade, si on veut, de WCW. Là. Les trailers, il y en avait plusieurs. Il y avait O'Hare, Palumbo, il y avait Jindrak, il y avait Mike Sanders. Ouais. Plein de gars qu'on n'a pas vus. C'était le coach de cette place-là, c'était le Sarge. Oui, c'est vrai. Le Sergeant Buddy Wayne, je pense que c'était son nom. Ouais. Il est celui qui a entraîné Goldberg. Il y a même eu un match à l'année, c'était lui puis Goldberg contre Totally Buff, l'équipe de Lex Luger et Buff Bagwell. Puis c'est ce match-là que Goldberg avait perdu pour. C'est son dernier match à WCW, c'était ça. Ah ouais. Ouais. Wow. C'est ça. Puis les Filthy Animals étaient accompagnés de Conan, qui était directement à table des commentateurs. Oh là là! Question de rajouter un peu de lustre aux équipes de commentateurs qui avaient grandement besoin. Ça n'a pas marché. non, vraiment pas. Ouais. Fait que dans le fond, ça, on va le dire, là, c'est pas mal le match de soirée. Là. Ouais, c'est le meilleur match de la carte. Ouais, c'est. Et de loin, là. Ouais, puis c'est pas un match, là, c'est un match qu'on verrait aujourd'hui, là, puis à NXT ou à AEW, puis ça serait ça serait à la bonne place, là. Ouais, ça a bien vieilli. Exactement. C'est une des choses qui a bien vieilli de WCW, c'est bien ça, des matchs de même, là. Ouais. Fait que ça a commencé avec Alex Wright qui a affronté sur Mark Jindrak pour prendre l'avantage. Après ça, Kidman est venu aider Wright, mais Jindrak s'en est sorti. Après ça, ils ont pas mal brawlé tous les trois ensemble, jusqu'à temps que Ray essaie de faire un Bronco Buster à M. Jindrak qui met son fameux pied, le fameux counter que X-Pac mangeait aussi souvent. Oui, que X-Pac mangeait souvent aussi. Ouais. Je ne sais pas grand Bronco Buster, moi, par exemple. Non, mais c'est. Ouais, mais c'est ça. C'est plus X-Pac, mais t'aimais bien X-Pac, fait que ça compense. Ouais. Après ça, Jindrak a fait un très beau springboard clothesline, sur Disco. Ouais. Puis après ça, Sean O'Hare a fait un super kick à Disco. Dans le fond, dans ce match-là, il y a beaucoup de moves back-à-back. Il n'y a pas vraiment de moment de repos. Fait que ce match-là, c'est juste des moves. Là, c'est parce que c'est juste ça qu'il y avait. Puis pour vrai, O'Hare puis Palumbo s'en tirent bien dans ce match-là. Puis même Disco Inferno, qu'on s'entend que c'est pas le meilleur lutteur au monde. Là. Pas mal le plus weak de la gang. Là, plus weak de la gang, que tout le monde a pas mal bien paru là, dans ce match-là. Là. Ouais, il n'y a personne qui était out of date, comme j'ai dit tantôt. Là. Même le match était. Tu mettrais ça n'importe quand là, à NXT, puis le monde ne le saurait pas. Il ferait oh shit, c'est un assez bon match. Mais tu sais, c'est un peu la division Cruiserweight dans le temps de WCW. On s'entend qu'O'Hare et c'est pas des Cruiserweight, mais eux autres, ils ont comme parti un peu le style qu'après ça, Ring of Honor a amené, puis qu'après ça, on connaît aujourd'hui avec NXT et AEW. Dans le fond, depuis tantôt, je fais une erreur, mais j'ai dit Palumbo, mais c'est pas Palumbo, c'était Mark Jindrak. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on va parler pas mal d'eux autres dans le show. La première heure et demie, c'est juste eux autres.
Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Hein. C'est lui qu'on aurait dû mettre en background, je pense. Ouais. Mais il est plus divertissable, Big Papa Pop. Exactement, oui. Puis ça, il y a un moment donné, il y a eu un spot, je pense que c'était Kevin qui était à l'extérieur du ring. Puis Chindrack et O'Hare l'ont pogné, puis ils ont juste fait un hip toss, mais de l'extérieur du ring jusqu'en dedans du ring. Ouais. Ça, c'était malade. Là. Il n'a pas touché à la troisième corde, ça a vraiment été genre fly over the top. Là. Ouais. Puis, ouais. Après ça, Ray a fait un springboard splash sur O'Hare, mais c'était cassé par Disco. Après ça, ils ont fait un move que, comme je disais tantôt, là, que ça ne serait pas à Love Place de nos jours. Ils ont fait un Tower of Doom. Pas mal, une des premières fois que j'ai vu ça, en tout cas en Amérique, là, pour une grosse fédération. C'est la première fois que j'ai vu ça, c'était Halloween Havoc en 2000. Bizarre quand même. Ouais, puis après ça, on l'a vu un peu trop souvent. Ouais, c'est sûr. À ce heure, quasiment tous les matchs qu'il y a plus que 3 personnes, mais tu le vois. Ouais, exact. C'est beau, mais en même temps, un peu d'overkill. Mais c'est long à préparer, je trouve, comme move. C'est trop stagé, mais en même temps, t'as pas le choix. 3, ça passe, là, mais souvent, des fois, il y a des combats avec 4 équipes, puis il y a 8 gars qui font le move, là, maintenant. Là. Mais tu vois souvent ça, les gros matchs, les divisions féminines essaient souvent de le faire, là. Des fois, puis t'as toujours une ou deux weeks qui viennent botcher le move, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ça fait chier un peu. Ouais. Il y en a un qui tombe sur la tête, il y en a un qui tombe sur le cou. Ouais. Il n'y a rien de parfait, hein? Non, surtout pas ce show-là. Non. Après ça, il a fait un press slam à Rey Mysterio qui l'a lancé directement sur Alex Wright qui a fait un power slam, ou ceux qui l'a reçu d'un bras. Ouais. J'ai été épaté par ce move-là. Ça, il y a plein de moves, là, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment. Puis, à un moment donné, il y a un spot avec beaucoup d'air à l'extérieur du ring. Même, on parlait tantôt que c'est pas des cruiserweights, mais Sean O'Hare, là. Ouais. Avec ses springboards là, pour un gars de 6 pieds 6, là, puis 200 que livres, là. Il me faisait penser un peu tous les big guys qui commencent à NXT, tu sais, qui ont un peu carte blanche sur leur move, là. Ouais. Dans le sens un que. peu genre comme Ridge Holland, un peu, si on veut. Ouais, là. c'est ça. Ça fait penser à lui un peu, là. Puis après ça, ils montent dans le main roster puis ils font plus rien, là. Mais, tu sais, comme, il me faisait penser aux big guys de NXT, là. Ouais, techniquement, Keith Lee, ça peut être dans la même catégorie aussi. Ouais. C'est un big guy qui est capable de faire beaucoup de manœuvres de haute voltige, dans le fond. Ouais. Ça, après ça, il y a tellement de dive que la caméra ne savait pas quel côté suivre. Le caméraman ne met pas à bonne place. Wow! Désolé, juste des insights. Maintenant, on va faire un podcast juste sur les insights qu'on fait. Ouais. Ça va être long, par exemple. Ou on va toutes les mettre en vidéo parce qu'on les a sûrement quelque part. Oh, ça se peut, on va faire un montage. Ouais. On va demander ça à Dave. Salut. Après ça, il y a un Kid Crusher, dans le fond, c'est un Pretty Girl. De Kidman sur Alex Wright pour un compte de 2. Après ça, il y a Rey Mysterio, pendant que Disco était assis sur la deuxième corde, il a jumpé sur la troisième pour faire le Hurricane Rana à Disco. Un autre move qu'on avait vu dans le film Ready to Rumble. Oui. Ils n'ont pas fait le spot des 4 coins, par exemple. Non. Fait que c'est ça. Après ça, un Chartbuster de Disco, dans le fond, ça aussi, c'est un autre move, un stunner. Ouais. Mais ça, c'est un des affaires de WCW qu'il faisait souvent, c'est qu'il donnait les finishes des gros lutteurs de WWF. Il donnait ça à des jobbers de WCW. Il faisait regardez, ce gars-là, il fait ce move-là. Pour se moquer des autres. Là. Ouais. Il y en a un autre qui faisait le stunner, c'était Brutus Beefcake aussi. Le disciple. En tout cas, Austin n'était pas menacé. Non, vraiment pas. Fait que c'est ça. Puis après ça, ça a été. C'est Chindrack qui a fait ça? Non, un Swanton Bomb, enfin un Swanton Bomb, encore. de Sean O'Hare? Ouais, exactement. Sean O'Hare qui a fait ça sur Disco. Ouais. Ça a été assez pour la victoire. Toujours champion, les Fotanamos, pardon. O'Hare et Chindrack. Ouais. Fait que, excellent match, comme on disait. Un bon pace. Tu sais, moi, je suis pas surpris de Kidman puis Mysterio. O'Hare puis Chindrack, dans ce temps-là, était quand même très hot, là. Dans le sens où... Oh, tu viens de disparaître de ton écran. OK. Il était très hot, puis tu voyais que la WCW voulait vraiment les pusher au maximum. On va le voir avec ce show-là. C'était quand même assez évident. Mais, tu sais, Wright, j'avais pas écouté beaucoup de matchs de lui, là, on s'entend. Puis Disco Inferno m'a toujours fait rire, mais ça m'a surpris qu'il était capable de suivre le pace de ce match-là. Ah ouais. Ils ont pas regardé. Il y avait beaucoup de spots complexes, mais ils ont fait ça avec du monde qui savait comment faire les spots complexes. C'est ça. Probablement que c'était des gars qui se respectaient aussi, là, surtout pour les vétérans. Là. Fait que dans ce temps-là, c'est plus facile de worker que les gars. Ouais.
Puis dans le fond, ça, comme on a dit, ce match-là m'a fait penser aussi, tu sais, on avait vu SummerSlam 98. Ouais. Puis il y avait le match, l'opener, c'était D'Lo Brown contre Val Venis. Ouais, même genre de... Un autre match aussi qui était, il y avait beaucoup de moves, puis c'est un match qui n'a pas été out of place de nos jours. Là. Ouais. M'a fait penser à ça. Ouais, c'est vrai. Puis ça, comme j'ai dit tantôt, le match de la soirée, sans aucun doute. Ouais. Vous allez voir qu'après ça, ça se gâte un petit peu. Ouais, mais c'est WCW, ça a sûrement été comme ça. Mais tu sais, pour prendre un commentaire Facebook d'un de nos abonnés, M. Yann... Yann Nadou, bonjour. Qui nous a dit voyons, si vous êtes un peu... comment vous faites? Je ne veux pas être à votre place pour écouter ce show-là. Tu sais, nous autres, on aime la lutte. Lui aussi, il aime ça, là, mais tu sais, c'est tellement divertissant de se replonger dans ces moments-là. Puis c'est tellement drôle des shows de la WCW que ça passe vite. Là. Ben, parlant de se replonger là-dedans, je me rappelle, avant de regarder ce pay-per-view-là, j'avais regardé le Night Show puis le Thunder d'avant. Pour vrai? Je comprenais absolument rien. Ouais, je comprenais absolument rien. Okay. Même, on l'a pas vu dans la soirée, mais il y a Kevin Nash dans ce qui était justement le coach des Natural Born Thrillers. Ah boy, ouais. Lui, il fallait qu'il se mêle de tout, hein? Ouais, il fallait qu'il touche à tout pour qu'il se sente bien en dedans. Mais c'était pas de sa faute si WCW était out of business après. Non, vraiment pas. Fait qu'après le match, c'est pas terminé. Alex Wright a continué à tabasser Ray avec une chaise. Ouais. Même chose pour Kelman, jusqu'à temps que Conan embarque pour faire suivre faire partir les deux autres, mais ça n'a pas marché. C'est lui qui a mangé à voler, jusqu'à temps que le sergent Hayward vienne l'aider. Le sergent Hayward qui n'avait aucun rapport avec ça. Quoi que je dis ça, mais il est en rivalité avec les Thrillers depuis un bout de temps. Là. Ouais, mais je suis pas mal, tout le roster est en rivalité avec les Thrillers, non? Ben non, mais il y avait le MIA. Là. Ouais, c'est ça. C'était les Misfits in Action, le groupe qu'on va parler tantôt. Là. Ouais. Sergent Hayward, dans le fond, c'est The Wall, justement, parce que, regarde, tu vois, on en parlait tantôt. On parlait d'Alex Wright qui était Berlin, mais Sergeant Hayward, dans ce temps-là, c'était Sergeant Hayward, c'était pas The Wall avant. C'était pas après, je veux dire. Fait que la timeline que j'ai dit, je pense que ça concorde avec ce que je disais. Mm-hmm. Mais bon, on va regarder. Peut-être que je me trompe, tu as peut-être raison. Peut-être parce que j'ai l'impression qu'Alex Wright, il était là. Moi, je me fie un peu aux jeux vidéo, là. Ouais. Puis, il me semble que WCW, quand il passait à RDS avec. C'était Blondin, puis le tourneur dans le temps. C'est qui, Lucha? C'est qui, Lucha? Puis, il me semble que ça, c'était au début des années 2000. Je sais pas, non? Je sais pas. Mais regarde, ça se peut, regarde, là, Halloween Havoc, c'est en octobre, là. Fait que ça se peut peut-être que ce soit en 2000, genre début de l'année, là. Ouais, c'est ça. Fait que, genre janvier, février, mars, peut-être, on sait pas, là. Je me mets là-dessus tout de suite après l'enregistrement, mon TJ. Parfait. Yes, fait que, puis, c'est pour ça que j'ai été directement sur l'autre match d'après. Dans le fond, on a fait un peu comme ICW faisait dans ce temps-là. Là. Ben, pas dans ce temps-là, mais un petit peu avant. Là. Ouais. Les autres, ils étaient bien forts sur le run-in, le match avec un run-in qui embarquait sur un autre match. Chose que WWE faisait il n'y a pas longtemps aussi. Là. Ils l'ont fait une couple de fois. Là. Ouais, ils l'ont fait quand c'était à leur passe de faire un commercial, faire une fin de match à trouver commercial. Ouais, trouver une excuse pour finir le match pour recommencer le Toilet 3 Falls, mettons. Là. Ouais. Je pense que ça n'a pas duré longtemps. Mais de temps en temps, c'est pas mauvais. Non, c'est sûr. Ça change le pace un peu, mais en même temps, faut pas que, comme je dis tantôt, Overkill, faut pas que tu le fasses trop non plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Si tu le vois trop souvent, c'est ça. Ouais. Fait que le match numéro 2, pour le championnat hardcore, il y a Sergent Hayward qui affronte le champion Renault. Aucune parenté avec Ginette. Non. Mais c'est ça. Mais t'as-tu vu le tailleur dégueulasse que Reno portait, justement? Ah, c'était... Ben, tout était dégueulasse. Mais non, mais lui, c'était particulièrement dégueulasse. Il y avait des baggy shorts. Ouais. Comme si c'était un lutteur sumo, mettons. C'est comme s'il y avait un gi de sumo, puis genre, je sais pas si ça s'appelle le même, mais je pense que ça s'appelle un gi, un affaire le même. Un gi? Puis, un gi. Je sais pas. Puis il y avait c'est avec des shorts baggy, c'était pas très beau, mettons. Il a essayé de quoi, tu sais? Ouais, il a essayé de quoi, mais ça n'a pas marché. Sûrement qu'il a été magasiné au Walmart juste avant son match. Avec Ginette, peut-être? Avec Ginette, ouais. Fait que ça, c'est vraiment laid. Dans le fond, pour revenir un petit backtracking, dans le fond, ils ont montré ça avant le combat. C'était Hayward qui avait battu Reno avec un chokeslam sur une table pour gagner le championnat hardcore, mais à l'époque, le commissaire, c'était justement le leader des National Born Thrillers, Mike Sanders. Il avait renversé la décision pour donner la belt à son chum Reno. Mm-hmm. Et c'est ça qui a fait que Reno est encore champion. On parlait des Thrillers. Regarde, c'était encore un match avec un gars des Thrillers dedans. Reno, c'était un des membres de la faction encore. Ouais, puis tout de suite après le match, tu vas sûrement parler du segment backstage, j'imagine. Ouais, genre, ça va venir, ça, c'est sûr. Et voilà.
C'est right off the bat, ils ont commencé avec Reno qui fait un flapjack sur AWOL sur une table pour deux. Tu sais, quand a commencé, lock-up, take-down, sur le tackle, drop sur une table. C'est logique, hein? Surtout dans un hardcore match. Ouais, mais en même temps, c'est ça, c'est un hardcore match l'année 2000, là, parce que c'était juste ça qu'ils faisaient quasiment. Là. Ouais. Puis des coups de poubelle. Après ça, AWOL a placé une poubelle sur la tête de Reno pour y faire des punts. Puis il a même fait il était même aimé ça qu'il l'a fait 2 fois. Ça a été pénible. Pour vrai, ça a été pénible à regarder ce match-là. Mais ça n'a pas été trop long, fait que c'est pas si pire. Là. Je l'ai regardé puis j'ai fait surtout après le premier match, là, tu sais. Je comprends que c'est pas la même qualité de lutteur non plus, là, mais. Non, pas vraiment. Ben, c'est ça. Puis s'il y a un match hardcore, c'était pas mal plus bizarre aussi que. Ouais, pas bizarre, mais c'était plus. Tu sais, match hardcore de WWE, t'avais des Al Snow qui faisaient des bons matchs, t'avais Hardcore Ali, Crash Ali, tu sais. Ah, c'est sûr. Même Big Boss Man. Mais Big Boss Man, oui, c'est vrai. C'était quand même Road divertissant. Dog. Ouais. Il y en a une coupe. Après ça, il y a eu. Reno a fait un low blow à AWOL sur le proche de la rampe, puis il a fait son roll of the dice. En fond, c'est le Crossroads. Ouais. Ça aussi, c'est un move que dans ce temps-là, c'était la première fois que je voyais ça dans la lutte aux États-Unis. Ouais. Un finish que vraiment a bien à lui. Il y a ça, puis un autre move qui fait passer à peu près dans le même style-là, c'est le backstabber. Ouais. Qu'on voit très, très souvent à cette heure. Avant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Puis à un moment donné, j'ai vu un match, c'était justement Maven contre Rhino. Puis il a fait ça. C'est la première fois que je voyais ça. Tu vois, c'est Maven, il a innové. Maven, innovateur. À cette heure, il innove peut-être ailleurs parce qu'on ne le voit plus. Ouais, il innove chez eux, peut-être. T'as-tu le bonhomme de Maven pas loin de toi? Ben, je ne sais pas, mais regardez. Regarde mais ça, oui! Ouais. Hey, yes! Hey, hein? T'es pas dans la caméra, mon chum. Là. OK. Oh, il manque la tête. Salut, Maven. Hey. Dis que ce gars-là, il a éliminé Undertaker dans un Rumble. Hey, Maven, je l'aimais bien, Maven. Moi. Mais le oui. Pour revenir au Crossroad, le Crossroad, c'est pas un. C'est-tu le finish que tous les new guys avaient mané dans WWE? Ou je me trompe avec un autre finish, là? Peut-être que tu te trompes avec un autre finish, peut-être. Mais ça se peut aussi, là. Parce que peut-être que. Ouais. Mais il me semble que j'ai vu. Non, si tu penses que le move que tu parles, c'est le move que Orton faisait au début. Ouais, avec la jambe. MVP faisait, avec la jambe de même, là. Ouais, c'est ça. MVP le faisait. Je pense que Johnny l'avait fait. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est ce move-là, je pense que tu parles, ouais. Fait que c'est ça. Après ça, comme je l'ai dit, après le Crossroads, si on veut, sur la rampe, avec la ring, ils ont été jusqu'au backstage. Non, c'est vrai, avant ça, il y a un spot de table qui AWOL a placé 2 tables, une par-dessus l'autre. Puis il a fait un back suplex à Reno qui a traversé les 2 tables au complet. Ouais. Bon, c'est fun que les 2 tables aient cassé, pas juste une à moitié, puis l'autre qui reste. Ça arrive souvent. De nos jours, ouais. Bah, surtout Botchamania. Après ça, il y a les 2 en arrière, ils ont brawlé jusqu'au backstage. On peut même dire que c'était en fait un backstage assault. Oh! Ouais, hein? Je suis sûr qu'on va dire ça pour le tie-in du jeu vidéo parce que surtout qu'ils ont fait ça, Tony Chevalier en a parlé. Les backstage assault, pour pas vendre le punch de notre thématique jeu vidéo. Pas vraiment un punch, là. Un jeu de lutte où tu pouvais pas aller dans le ring. Oui, quand on dit backstage assault, c'est pas juste un nom catchy qu'ils ont fait, c'est vraiment juste le backstage. Ouais. Bon, c'est le deuxième. C'était le sequel de Mayhem. Un jeu que j'avais aimé dans ce temps-là parce que c'était vraiment un jeu de lutte. Là. C'était pas backstage, mais tu peux aller backstage dans ces matchs-là. Ils ont juste fait un ils ont fait fuck off, on va juste faire un show backstage. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, regarde ce que ça a donné. C'est dans le jeu vidéo qu'ils ont fait. Pas pour rien. Hasard, je ne crois pas. Non. Fait que c'est ça. Après ça avoir ballé, il y avait une table qui était placée comme par magie sur le côté d'une porte de garage. Ouais. Puis Reno s'est fait lancer dedans par AWOL. Après ça, ils ont réussi à revenir vers le ring. Avant ça, il était dans le Gorilla Position, si on veut. Puis AWOL, out of nowhere, il a décidé de puncher Fit Finlay, qui était un roll agent dans ce temps-là. Bon. Il avait-tu déjà fini sa carrière? Non, il luttait à l'occasion aussi. Il a arrêté sa carrière à WCW. Ouais, c'est ça. Mais il après ça, il y avait. Ouais, une couple d'années plus tard, après ça, la WWE était revenu pour faire son gros comeback. Là. Ouais. Puis c'est ça. Après ça, AWOL il a sorti une table dans le dessous du ring.
Puis quand il a reçu un coup de chaise dans le dos, après ça, il a fait un autre Roll of the Dice, mais cette fois-ci sur la table qui était par terre. Qui était fermée, C'était assez. Ouais, ça a été assez pour garder sa ceinture et gagner le match. Ouais. Un match hardcore typique de ce temps-là. Là. Rien d'extraordinaire, mais c'est pas s'attendre à des miracles non plus. Là. Au moins, c'était rapide, fait que la souffrance était moins longue que prévu. Tu sais, des coups d'objet, ça passe plus vite que des headlocks et des affaires de même. Là. Mais malgré qu'il y a des street fights, des fois de 45 minutes, Triple H, que, des fois, tu pourrais raccourcir ça un petit peu. Ouais. Puis, hey, parlant de le match tantôt, qui a eu une intervention, puis on fait l'autre match tout de suite après. Ouais. Il n'a pas fait le match tout de suite après, mais il y a eu une autre intervention après ça, qui d'autre que les Natural Born Thrillers. Cette fois-ci, c'était Palumbo et Stasiak. Ouais. Qui sont venus attaquer AWOL jusqu'à temps que le lieutenant Loco et le corporal Cajun sont venus aider leurs compatriotes des MIA. Corporal Cajun qui était Lâche le roux, laisser les bons temps rouler. Oui. Et le lieutenant Loco qui était Chavo Guerrero Junior. T'es pas mauvais, Lâche le roux. Non, c'est un bon cruiserweight. Là. Ouais. Il y avait eu un semi-push à un moment donné, il se battait contre Scott Hall. Il s'est fait squasher, mais quand même. Ben, tu te trouves dans un ring contre Scott Hall dans un match, c'est quand même le fun. Oh ouais, c'est clair. Ça prouve qu'il prend soin de toi, mais qu'il pense à toi pour des spots. Là. Ouais, surtout qu'il y avait pas mal le dernier mot sur son booking, probablement. Là. C'était lui et Kevin Nash. Là. Ouais. Une autre affaire avec Scott Hall qui avait fait la même affaire, mais pour Chris Jericho. Ouais. Mais Jericho avait gagné ce match-là contre Scott Hall. Ben, aussitôt que le match est fini, il a attaqué tout de suite après, il a fait son outsider edge, puis mais il l'avait mis over pareil. Ouais. Pareil comme Hogan, qui avait mis Billy Kidman over à un moment donné. Je sais pas si tu te souviens. Je me souviens pas de ça. Ouais. Ouais, à un moment donné, Billy Kidman avait piné Hogan dans un match. Pourquoi? D'attendre que c'était le New Blood contre les Billionaires. Ouais. Ça avec, c'était pas des storylines New Blood. Tabarnak. Mais Billy Kidman a piné Hogan. Ah ben. Ouais. Il y a un petit après ça. Je pense qu'il y avait un match de table après avec lui. Puis Hogan avait gagné ce match-là, par exemple. Hey, toi, tu vas me mettre ça dans les commentaires, c'est sûr. Là. C'est facile de le trouver, ouais. Ça se trouve-tu? Billy Kidman contre Hogan. Sûrement, là. Ouais. Puis c'est Kidman qui a été over ce match-là, imagine-toi. OK. Ça, je ne savais pas. Ouais. Fait que c'est ça ils sont arrivés pour le save, puis on voit un segment backstage qui était plutôt aujourd'hui. Ouais. Sauf que j'ai pas compris, par exemple, c'est censé être plutôt aujourd'hui, mais t'as Shane Douglas qui dit je suis content que vous avez pété Conan plus tôt ce soir. Là, genre, 10 minutes, même pas. Ouais. Puis après ça, ça dit comme quoi Palumbo était habillé en civil, mais juste avant ça, il a fait un run-in habillé en lutteur. Ouais, c'est vrai. Après ça, il fait un autre match après ça, pas longtemps après. Fait quoi, il a fait un run-in, il s'est rhabillé, il s'est déshabillé pour son match. Bizarre un peu. Ouais. Puis, ça n'a pas été filmé dans le bon ordre, mettons. Non, vraiment pas. Hey, because WCW. Yeah. Fait que c'est ça que soit que Palumbo changeait en Christ ou bien WCW no bullshit. Je te dirais un peu les deux. Je vote pour l'option 2, ouais. Ben là, je sais pas pourquoi Palumbo, je l'aimais rencontrer. Là. Ouais. Faudrait demander. Faudrait demander à Billy Gunn. Oui, c'est vrai, son Billy and Chuck, c'est un partenaire. Les anciens presque mariés. Oui. Ça, on va parler un moment, c'est sûr. Oui, c'est garanti. Ouais, fait en fond, ça, c'est Shane Douglas qui était avec les Thrillers pour leur dire comme quoi il était content de ce qu'il avait fait à Conan, comme je viens de dire tantôt. Puis il parlait comme quoi Kevin Nash n'était pas là ce soir, fait que c'est lui qui était en charge, si on veut, de regarder leur progrès pour la soirée. Le détestable Shane Douglas, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, je l'haïssais, mais c'est un bon heel, là. Ouais. Mais je l'haïs, Shane Douglas. Il m'a toujours fait pomper, je sais pas. Est-ce que il te posait plus pomper en Dean Douglas ou en Shane Douglas tout court? Shane Douglas. Ouais. Ah ouais? Ben, moi, j'aimais bien Dean Douglas. Moi. Je sais pas pourquoi. J'aimais bien la gimmick. J'aimais pas. Je pense que c'est plus sa face qui me revient. Mais elle me revient pas. Je sais pas. Peut-être. Il y a une face d'arrogant un peu, si on veut. Ouais, vraiment. Là. Pourtant, j'aime Orton. Ouais, je voulais pas le dire, là, mais j'ai failli le dire. Je l'ai plugué, c'est correct. Ouais. Après ça, il dit à Sanders de s'occuper de Kat plus tard ce soir. Yes, sir. C'est un bon match de lutte, ça. Après ça, on a eu un footage de Thunder le mercredi passé. C'est le fameux botch là, où Goldberg est rentré dans le poteau avec son spear. Ouais. Il était knock-out totalement.
Puis ouais, regarde. Il a pas pris sa leçon, regarde, une couple d'années plus tard après ça, ben peut-être quoi. 17 ans plus tard, 18 ans plus tard, il y a eu l'affaire Taker. Il s'est cogné la tête sur le locker room door puis il était groggy tout le long du match. Là. Pauvre Goldberg. Ouais. Fait que c'est ça, puis il est tombé dans le cadre de ce soir-là. Fait que là, c'est ça le hook du match de ce soir, c'est est-ce qu'il va être capable de lutter, est-ce qu'il va être clairé pour être justement contre Chronic. Oui, dans le main event de la soirée. Exactement. Puis c'est ça, les annonceurs spéculent son état de santé à Goldberg. Ils disent comme quoi il n'est pas arrivé encore, puis se demandent si le match va avoir lieu. À noter aussi que si un autre hook du match, c'était que si Goldberg. En fond, il fallait qu'il fasse une streak, parce qu'aussitôt qu'il perdait, il était mis dehors. Ouais, c'est ça. Fait que si, mettons, il arrivait et il ne peut pas lutter, ben c'était Chronic gagnait le match par forfait. Fait qu'automatiquement, il perdait sa carrière, si on veut. Un des nombreux matchs dans le monde de la lutte, tout ce que la carrière est en jeu. Oui. Ça marche souvent, ça. Oui. On peut parler à Ric Flair. Mm-hmm. Mais c'est vrai, ça compte pas quand c'est la TNA, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, puis ça compte pas quand tu as besoin d'argent non plus. Oups. Ouais. Puis pour ça, on voit justement Chronic qui parle avec des. Je sais pas si c'était des trainers ou bien du staff de l'WCW qui était allé des gars de sécurité. Ouais. Mais il disait comme quoi le docteur ne devrait pas lui donner le OK pour lutter ce soir, puis qu'il ne serait pas surpris s'il gagnerait par forfait. C'était des sécurités, c'était des élèves du Power Plant. Oui, non, il était pas mal. Je pense qu'il était pas mal trop vieux pour être du monde du Power Plant. Là. Ouais. Fait que c'est ça. On va voir plus tard si Goldberg est capable de lutter. Clin d'œil, oui. Ouais. On va pas vous des punch, mais c'est ça. Ouais, il y a des grosses chances qu'il soit là. Après ça, match numéro 3, on a le Perfect Event. Enfin, c'est Chuck Palumbo. Chuck Palumbo, je vais l'avoir. Chuck Palumbo et Sean Stasiak, qui était le Perfect Event, qui a affronté les Misfits in Action, comme je disais tantôt, le lieutenant Loco et le corporal Cajun. Un autre match avec Natural Born Trader. Oui. C'est quoi, c'est le 3e match en ligne? Oui, plus le segment backstage. Ouais, c'est ça. Le segment backstage, puis je vais checker. Ah non, il y a un petit break après ça de autres. Mais t'as juste un match. Fait que c'est ça, Perfect Event contre les Misfits in Action. Ouais. Un match qui était justement annoncé out of the blue, parce que c'était pas un match cédulé au début de la soirée. Ça a été à cause du run-in de tantôt là, qu'on a parlé. Là. Puis comme j'ai dit, Palumbo vient juste de se changer. Fait que il va y avoir un boot comme Superman là, qui change de même. Là. Puis après ça, il a commencé le match. Ils ont dominé le lieutenant Loco pour commencer le match. Après quelques minutes d'over, Palumbo l'a backdroppé en bas du ring. Puis après ça, il a commencé un peu de friction, si on veut, entre Stasiak et Palumbo. Ce qu'il disait, comme je disais, j'avais regardé Nitro puis Thunder, puis ça faisait un bout que ça dure. Là. C'est pas mal. Tout le monde s'entendait bien dans le groupe, sauf Stasiak, qui chicanait tout le temps avec Palumbo. Fait que c'est ça que Kevin Nash essayait de le mettre sur le bon chemin. Là. Ouais. Puis c'est après ça. Ils se sont séparés plus tard, je pense. Hein? Oh, je sais pas, je n'ai pas regardé plus loin que ça, mais je suis pas mal sûr que oui. Il me semble que Stasiak avait fait un heel turn ou quelque chose comme ça. Là. Ça se peut. Je sais qu'à un moment donné, il y avait une rivalité contre Mr. Perfect, mais je pense que c'était avant ça. Je pense que c'est pour ça qu'il s'appelait le Perfect Event. Ouais. Fait que c'est ça. Comme je disais, un peu de dissension. Ça, c'est aussitôt qu'après ça, ils ont fait. Ben, ça n'a pas duré longtemps parce qu'après ça, ils ont fait un double flapjack à lieutenant Loco. Tout de suite après. Fait que c'est juste ils plantent un seed, si on veut. Lieutenant Loco, Ça, il y a un Total War Powerbomb de Sean Stasiak sur Loco encore. Loco a mangé à voler dans ce match. Ah ouais, il en a mangé une crise, Loco. Là. Oui. Ça, avant qu'il fasse la tag au Corporal Cajun, il a fait un beau spot avec Palumbo. Il l'avait pogné en press slam, puis en tombant du press slam, il a fait un DDT pour pouvoir s'en sortir et aller taguer le Corporal Cajun. Il a fait un petit comeback de face, mais c'était de courte durée. Quand il a essayé un springboard, non, c'est ça, ça a été de courte durée. Il a mangé une coupe de move après ça, une petite hit de coupe de minutes. C'était avant de faire la tag à Loco, il était capable de faire un move que je n'avais jamais vu. C'est un springboard X-Factor. C'est vrai. De la deuxième corde jusqu'à son adversaire. C'est un autre beau spot, ça aussi. Mm-hmm. Puis après ça, Loco qui est embarqué avec un autre comeback de face. Ça, les quatre sont battus dans le ring. Jusqu'à temps que Palumbo essaye un super kick, mais que je pense que c'était Cajun qui s'est tassé. Ouais. Puis évidemment, il a pas son partenaire. Et après ça,
ça a été assez pour que Lashley Roux fasse son petit comme son spot de babyface qu'il faisait, sa petite split à la Luxonné. On salue Luc qui je pense qu'il écoute le podcast. Ah, je suis sûr qu'il nous écoute. Je pense que oui. Puis si tu nous écoutes, tu peux t'enlever de ta split, c'est correct. Après ça, justement, ça a été assez pour que Stasiak se retourne sur un tournoi DDT dans locaux pour la victoire des MI. Un match correct, là. Pas vraiment rajouter de plus que ça. C'était un tag team match qui n'a pas été mauvais. Un match de plus chaud. C'est ça. C'est un match tag team bien normal. Ouais. Après ça, on voit backstage, on voit Conan qui se fait regarder par le docteur. Puis, j'ai aimé ce spot-là aussi. Là. Il demande à. Il y a Ray et Kidman qui sont là avec lui. Puis il dit Hey Ray, tu peux-tu prendre ma place? Là, je viens de lutter. Là. Ça, il demande la même chose à Kidman. Puis il dit j'ai lutté avec lui. Laisse faire, moi y aller tout seul d'abord. Fait que c'est ça. J'ai bien aimé la façon que c'est arrivé. Ils sont vraiment là pour l'équipe. Hein. Ouais, c'est. Ben, ils ont une bonne chimie ensemble. Les trois étaient cool quand même. Là. Ouais. C'est une bonne faction. Là. Ouais. On se rend pas pour le match numéro 4. Match tag team mixte. Oui. Entre Tigress, Conan qui a affronté l'équipe composée de Shane Douglas et Tori Wilson. Oui, la belle et talentueuse. Non, la belle Tori Wilson. Excusez, je veux dire talentueuse, mais... ça dépend dans quoi tu parles. On parle de là, franchement. Non, elle fait du fitness aussi. Là. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne entraîneuse privée. Tu penses croche, toi. Et jamais. Ouais. En fond, tout un costume de Wilson était habillé en Wonder Woman. C'est pas mal l'highlight du match. Avec le combat tag team de début de la soirée, puis ça, c'est pas mal les deux highlights du show. Là. pour des raisons différentes, évidemment. Moi, Tori Wilson, c'est que ce qu'on savait pas, c'est qu'une couple d'années après, on allait la rencontrer en personne, puis qu'elle allait toute nous faire pogner à la grippe lors d'une séance d'autographe à Montréal. Oui, c'était où déjà? Je sais pas, mais j'ai une photo, à un moment donné, je la mettrai. C'était pas sur HMV, ça se peut-tu? Je pense que oui. Dans le temps, je pesais 125 livres. Ouais, mais ça fait beaucoup de temps de ça. Là. Ouais, c'est pas arrivé longtemps. Non, c'est sûr. Tu n'avais pas justement fait autographier un DVD d'elle? Ouais, j'avais le DVD. Ouais. DVD que tu m'as vendu. Diva, c'était quoi? C'était Divas Undressed, je crois. Ben, j'étais adolescent. Ouais. Je veux me défendre. Plus tard, tu me l'as vendu. Ça, c'est ton problème. C'est moi qui l'ai. Oh, il est en de bonne main que t'as pas. Bref, c'est ça. Oui, on va passer à d'autres choses. En fond, ce Tigress était tout seul au début parce qu'évidemment, le segment backstage était censé être après qu'elle soit partie, là, qui parlait dans son dos, si on veut. Ouais. Du bon placement de promo. Puis en fond, ça, le match est dégueulasse, là. On peut pas se le cacher. C'est de la pure merde. C'est surtout quand c'est Tori. C'est meilleur ça ou les matchs de la AEW féminine? Ben là, au moins les lutteurs de la AEW, ils ont déjà une base de lutte là, quand même. C'était une petite blague. Je voulais juste leur faire un petit punch, un petit jab. Ah, ok. D'accord. Puis c'est ça. Surtout quand c'est les Tigress et Tori sont impliqués. Là. Mais dans le fond, je dis ça, mais que Conan n'est pas bien mieux. Là. Quand c'est Shane Douglas qui est le Shawn Michaels du match, là, il y a un petit problème. Ben, Conan il faisait des belles roulades avec. Oui, une roulade closant, c'est tout ce qu'il faisait. Ça, puis il roulait aller, là. Ouais, puis le petit coup de pied par en arrière, il tournait sur ses pieds, puis il faisait un X-Factor après. Ouais, le Sunrise, c'était aussi en Chris. C'est vrai. Finalement, Chad, notre ami Chad, il avait tout le moveset de Conan. Ouais, ça se fait très bien. Parlant de connaissances, on a un 40e abonné sur YouTube. Merci beaucoup à ceux qui sont abonnés. Ben oui. C'est qui? Non? Master Kid! Oh! Salut! Salut Kevin! C'est que tu nous écoutes dans ton bungalow. Dans ton bungalow, Big Brian Kevin. C'est comment qu'il l'a appelé son bungalow? Non? Bam Bam. Bam Bam Bungalow. Bon, c'est ça. Mais tu vois, on rit, mais j'ai ri aussi en voyant ce match. Ah ouais, vraiment. Je riais de douleur, là. Ouais. Puis ça, dans mes notes, j'ai marqué que comparé à eux autres, Mandy Rose puis Sonya Deville, le match qu'il y a eu à SummerSlam était
C'est quasiment Steamboat Savage comparé à ça. Là. C'est vrai en plus. C'est vraiment vrai. Je vous dis, on ne peut pas rendre justice à ce match-là sans que vous le regardiez. Il faut regarder ce match-là. Ouais. Parce que je ne suis pas sûr qu'il est sur Internet tant que ça. Je vais regarder, on ne sait jamais, là, mais s'il est là, je vais le mettre. Pas besoin d'être à jeun. Hein. Vous pouvez boire en regardant, ça va aider sûrement. Non. Préparez vos Kleenex. Je veux dire, préparez parce que vous allez pleurer. Ouais, c'est ça. C'est bizarre aussi de voir les filles et les gars faire des moves un contre l'autre. Là. Comme j'ai bien aimé ça. J'ai pas aimé ça, mais j'ai bien aimé quand oui, j'ai aimé ça, je vais te le dire. Quand Conan il a fait manger son finish de Shane Douglas, mais par Torrie Wilson, un petit job breaker avec le bras dans le dos. Ouais. Puis c'est ça. Mais c'est fou pareil qu'à l'époque, les filles et les gars se frappaient. Les filles mangeaient. Ouais, mais regarde. Ouais, mais on a pas mieux de l'attitude era aussi. Là. Ouais, non, je comprends. Mais après ça, c'était comme OK, non, c'est plus permis. Puis là, après ça, genre 20 ans plus tard, tu as, mettons, Randy Orton qui fait un RKO à Nia Jax au Rumble. C'est comme oh my god, un gars frappe une fille. On a vu des affaires bien pires que ça. Là. Ouais. Tu sais, la fille est dans un match avec des hommes. Elle s'attendait à quoi, là? C'est ça. Il n'y a personne qui fasse un move qu'elle laisse gagner. On a vu des filles passer à travers des tables, tu sais, Stacy Kibler avec les Dudley Boys, mettons. T'sais. Les Dudley Boys ont passé genre 20 filles sur des tables. La lutte est hypocrite. L'histoire est hypocrite. Ouais. Puis le match est terminé avec un double X-Factor de Conan et Tigress pour compter Shane Douglas. Ouais. Comme j'ai dit, une chance que Torrie était là. Ouais. Ils ont voulu protéger Torrie, hein. Dans le match, ils ont fait punir Shane Douglas. Pas nécessaire. Ouais. il y avait des gros plans pour Wilson. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Next. Yes, enfin. Oui, je sais, le review était plus long que le match. Ouais. Mais c'est pas une mauvaise chose. Après ça, interview time avec Mean Gene Okerlund. Moi, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu Mean Gene Okerlund faire des commentateurs, là, les backstage interviews, parce que je sais qu'il était là, je me rappelle, mais c'est parce qu'on regarde souvent les interviews de WWF où ce que lui est là. Ouais. Puis on regarde le WCW, puis il est encore là. C'est comme si on ne peut pas s'en échapper. Il était tout le temps là. Ouais. Puis son invité, c'était le meilleur de la famille Flair, David. Oui, absolument. Ah, je pensais avoir un petit comeback de quelque chose. Hein? David, le chum de Crowbar, ça? Oui, le chum de Crowbar, celui qui sortait avec Daphne. C'est vrai. Ouais, et il sortait avec Torrie Wilson pendant un petit bout aussi. C'est vrai. Chanceux. Le chanceux. Mais oui, hein. Fait que c'est ça. Mean nous dit qu'on va peut-être savoir ce soir si c'est Buff Bagwell qui a fait l'impensable. Ben oui, l'impensable, oui. De coucher avec Torrie Wilson puis faire un enfant. Parce que la storyline dans ce temps-là, c'était que David Flair, il sortait avec Stacy Keibler. Ouais. Mais après ça, il y a eu un mariage à Nitro. Puis c'est là qu'elle a annoncé à David Flair que c'était pas lui le père. C'est vrai. Fait que là, il faisait ses recherches, puis ça a donné qu'il est tombé, qu'il pensait que c'était Buff Bagwell. Pourquoi écouter les feux de l'amour quand tu peux écouter ça? Ben oui. Ben, la lutte, c'est un soap opera, comme M. Bassard disait. Oui, oui, mais des WCW, c'était vraiment... des fois, on aurait dit que le show était écrit par Donald Trump. Ça se peut. Et c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Flair, il dit que quand il va battre Buff Bagwell ce soir, ben, on va savoir la vérité, puis comme quoi, que c'est un truc. Ouais, puis moi, je me souviens, j'avais loué le pay-per-view juste pour ce match-là. Ah oui? Non. Bah, je savais. J'attendais que tu dises que c'était un mensonge. Parfait. Comme les détecteurs de mensonges, c'est deux vérités puis un mensonge. Là. Exactement. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va avoir Patrice Lécuyer. Ah, cool! Ben, c'est ça le trophée qu'il y avait. Oui, c'est vrai. Il y avait un gros œil qui était de même. En tout cas, pour ceux qui le savent. Là. Ah ouais? Okay. Je checkerai ça. Moi, pour ça, sur la page Facebook. Bon. Fait que c'est ça. Match numéro 5. Un match, un DNA match entre Buff Bagwell et David Flair. En fond, c'est un. Oui, c'est dégueulasse. Ouais. Dégueulasse. On parlait de Torrie Wilson tout à l'heure, puis Tigress, puis Conan, puis tout ça, mais ça, c'est une coche en haut, mais pas tant que ça. Pour la nouvelle génération qui écoute la lutte et qui se plaigne de toutes les storylines aujourd'hui, là, écoutez ça. Il y a déjà eu pire. Écoutez juste ce show-là. Ouais, mais c'est pas une excuse non plus, là. Non, mais... C'est pas parce qu'il y en avait des mauvaises que maintenant, il faut que tu en fasses des mauvaises encore. Non, tu sais, on s'entend qu'aujourd'hui, il y a du mauvais booking, mais comparé... ça, c'était dégueulasse, puis pas à peu près, là. Ouais, c'était pas... ce show-là,
avec les scientifiques qui vont remettre le DNA en arrière puis qui courent, le tabarnak. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais, fait que c'est ça, en fond, c'est un First Blood match. Oui. Mon historique. Ça. Ah, écoute. Ça, le Nacho d'avant, il y avait. David Flair, il avait dit comme quoi il savait c'était qui, puis il l'avait kidnappé. Ouais. Puis il l'avait mis dans un. Il l'avait mis avec une cagoule sur la tête. Puis un coup qu'il avait le dos tourné, ben, c'est Bob Bagwell qui est sorti là, puis il a pété à David Flair, parce qu'on s'entend que Bob Bagwell et David Flair, il n'y a aucune chance que David Flair pourrait y casser la gueule. Non. Ben. Ouais, il y a en même temps. Ouais, c'est ça. Bob Bagwell, il a la shape, qu'il avait. Là. Ouais, ça intéresse personne qui va péter la gueule à qui là-dedans. Là. Ouais. On espère que ça pète la gueule en même temps. Ouais, je sais même pas si ça intéressait du monde en 2000 quand c'est arrivé live. Que... Sûrement pas. Ouais, c'est ça. Mais Bob Bagwell, après son entrée, il pouvait s'en aller. Hein. Ouais. Fait, dans le fond, c'est un match totalement à l'avantage de Bob Bagwell pour moi, un bon 5 minutes. Jusqu'à temps qu'il fasse son sans-dessin et qu'il pogne David Flair avec ses tonnes et qu'il mange un low blow. C'est dit, bravo, t'es vraiment un génie, toi. C'est bof. Ouais. Après ça, après un petit over de David Flair, Bagwell, il l'a frappé d'en face avec une chaise. Oui. C'est ça qui a fait que David Flair saignait. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a mangé le coup de chaise de Bob Bagwell. Il est sorti en bas du ring. Ils ont filmé Bob Bagwell pendant genre gros 30 secondes. Puis quand ils ont montré David Flair, là, il saignait. Fait qu'en fond, il est en bas du ring, il s'est bladé pendant que les autres filmaient l'autre gars. Puis il est ressorti. Puis, mais avant que le ref voit justement qu'il saigne pour stopper le match, Bob Bagwell a fait son blockbuster, son flipping neckbreaker de la deuxième corde. Et après ça, l'arbitre a vu la cloche. Il a sonné pour faire que Bob Bagwell a gagné le match. Fait qu'on ne saura pas si c'est le père au bébé du thé ici. Mais après ça, surprise, Lex Luger. Oh oui. L'ancien partenaire justement de Bob Bagwell dans Totally Buff qu'on parlait tantôt, dans l'histoire de Goldberg. Puis évidemment, il a levé le bras de Bob Bagwell dans les airs. Après ça, il a fait une close line, puis il s'est tourné contre lui. J'ai bien aimé Tony Schiavone au commentaire qui disait « Oh, il fait tout le temps ça, pourquoi il n'a pas venu le coup? » Voilà. Un peu comme le Big Show du temps. Ouais, c'est ça. Big Show n'est pas retourné encore contre les grosses légendes, hein? Ça va s'en venir bientôt. Ça s'en vient. RNSL. Fait que c'est ça. Puis après ça, il a amené Bob en bas du ring, puis il a ramassé la face dans le poteau. C'est là que Bob Bagwell s'est mis à saigner. Puis David Flair, en génie, il a pris le sang, puis il est parti backstage. Porter ça au docteur qui attendait là, avant de la porte. Puis, t'as-tu aimé que Goldberg soit arrivé en même temps? Ouais. David Flair était là, il donne son affaire, puis les gars s'en aillent, puis là, tu vois, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis Goldberg sort. Ouais. Ben, ouais, avec son sac à dos sur l'épaule. C'est correct, là, mais. Hey, Lex Luger, c'est-tu un des pires de tous les temps? Qu'est-ce que tu veux dire par pire? Tu parles dans le ring? Ouais. Pas Ben, moi, je pense qu'il y a eu ces moments où il était plus poche, là. Ouais. Mais en général, il n'était pas si mauvais que ça, je trouve. Pour un big guy, si on veut, avec un homme musclé, là, il était correct. La seule affaire, c'est que c'était pas un bon babyface. Non. Ben, c'est que c'est un heel naturel. Moi, je trouve je le vois même pas en heel non plus. Non, en heel, il est correct parce qu'il peut faire le narcissisme Lex Luger, c'est justement ça. Là, un gars qui se check dans le miroir, qui fait je suis plus shapé, je suis plus beau, je suis parfait quasiment. La coupe de cheveux qu'il avait, là, me semble, je sais pas. Ouais, mais tu parles en 2000 ou tu parles en 94, 93? 93, tout le monde avait des coupes de cheveux de marde. Ben, tu sais, je l'aimais mieux dans le WWF qu'après. Tu sais, mettons, pendant ses runs contre Hogan, Yokozuna, puis ces affaires-là. Là, mais... Ouais. Genre, j'ai jamais compris pourquoi ce gars-là était dans les main events, c'est pas vrai. Ben, ton même match de Lex Luger, c'est contre Tatanka, j'imagine? Ben oui. Ouais, c'est sûr. Ça, écoute. Faut le review à m'amener celle-là. À part ça, moi, sa carrière, il n'a rien fait. À part ça. C'est son highlight. Moi, à un moment donné, il y a un highlight qu'il avait fait. Il avait battu Hogan à un Nitro, maintenant, pour gagner le championnat de WCW. Ça, c'est un bon moment, ça aussi. Ouais, c'est vrai. L'affaire avec Luger, c'est que c'était pas un gars storylinement parlant, là, que tu peux pas vraiment truster. Là. Le seul qui a fait confiance, c'est Sting, parce que c'est son grand chum. Ouais. Puis même contre Sting, il s'est tourné au moins 2 fois contre lui. Fait que c'est ça. J'ai jamais compris pourquoi il pushait autant, mais en même temps, le physique a aidé, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Il a un bon look quand même. Puis tu sais, quand tu vas contre un bon lutteur dans un match, là, il est capable de sortir des bons matchs. C'est pas
c'est pas le ballet, là, un match contre un broomstick. Là. Il est capable de faire des bons matchs, mais c'est pas le gars le plus excitant au monde, c'est sûr, mais il est correct. Fait qu'après ça, interview time avec Pamela Paulshock, qui est avec notre invité, Scott Steiner. Oh yeah. Et sa freak préférée, Madeja. Puis c'est ça, un promo typique de Scott Steiner qui gueule comme un défoncé, qui dit n'importe quoi, là, un road rage si on veut. Là. Puis il dit comme quoi personne ne sort du Steiner Recliner, puis ça ne sera pas différent pour Booker T ce soir. Pas fait d'équation mathématique aujourd'hui, ça ne tentait pas. Non. Match numéro, parlant de pas tenter à quelqu'un, là. Match numéro 6, un kickboxing match entre The Cat, Ernest Miller et Mike Sanders. Sanders accompagné évidemment de ses collègues des Thrillers, Palumbo et Stasiak. Et The Cat était accompagné de Miss Jones. Oui, The Cat, c'est un des, mettons, des lutteurs mid-card puis Botcast que j'écoutais le plus. Il était très divertissant. Oui, il était divertissant, ça je m'avais dit justement. C'était pas le gars le meilleur dans le ring. Là. Non. Mais c'était un gars au micro. Là. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à un moment donné, ils l'ont mis commissioner. Là. Il savait comme quoi il peut faire des promos puis parler. Il avait son style à lui. Là. Ouais, vraiment. Là. Puis ça, il y avait du charisme au bout. Mais à un moment donné, je me souviens, les premiers temps qu'il est arrivé, là, c'était. Il était en équipe avec Glacier. C'était son grand chum. C'était lui puis Glacier contre Rat puis Mortis. Oui, je me souviens de ça. Rat qui était Adam Bomb, puis que Mortis était Chris Canyon. Oui, c'est vrai. Puis ça, il faisait des bons matchs dans ce là. C'était je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de l'histoire. C'était Blood Runs Cold, une affaire normale, ça s'appelait. Là. Mais il n'était pas si mauvais que ça dans le ring non plus, le 4. Là. Non, il était correct. C'est juste qu'à un moment donné, le in-ring work a pris le bord et il était genre 100% charisme. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y avait ça. Là. Ouais. Ça, on a une promo de Sanders qui dit qu'il s'est préparé toute la semaine puis qu'il va être prêt à botter le cul du 4. Ouais. Ça, à ronde numéro 1, mais à fond, le 4 domine. Ouais. Après ça, ronde numéro 2, le 4 domine. À fond, on voit un petit pattern là. Ouais. En même temps, Ernest Miller, c'est sa force. Là, fait que c'est sûr qu'il faut qu'il soit dominant. Là. Avec ses chaussettes. Oui, ses chaussettes rouges qui ont été données à lui par James Brown. C'est vrai. Oui. Il y avait la chanson de James Brown aussi dans son entrée. Il y avait un genre de remix. Ouais, c'est ça. Ouais. T'aimes-tu plus cette chanson-là ou celle qu'il y avait à WWE? Celle qu'ils ont pris pour Brodus Clay après? Non, j'aime même mieux celle de la WCW. Ouais, moi aussi. I'm the greatest! C'était malade. Je vais essayer de la poster. Ouais. On va en avoir des affaires postées là-dessus. Ouais, il va faire le mail à mon cœur maintenant. Là. Les commentaires, ça va être plus intéressant que le show. Il y a des grosses chances. Il manque juste qu'elle mette Tori Wilson, image de elle de ce pay-per-view-là, puis c'est sûr que ça va être frais. Fait que c'est ça. Après ça, ronde numéro 3, après ça, on a vu Shane Douglas qui a commencé à venir vers le bord du ring pour surveiller les Thrillers, si on veut. Puis, justement, right on cue, il y avait Palumbo et Stasiak qui s'estinaient un peu pour savoir s'ils devaient lancer la serviette ou pas. Ouais. C'était Stasiak qui disait oui, Palumbo disait non. Puis, c'était ça. Puis après ça, le ronde numéro 3, les Thrillers ont distrait l'arbitre. Shane Douglas s'est mis des brass knucks. Puis, non, ça, il a donné les brass knucks justement à Mike Sanders. Il les a mis en dessous de ses gants. Puis, non, pas du tout. Ce qui est arrivé pour elle, je viens de me rappeler, là, c'est ce que Shane Douglas a donné un coup de poing américain à The Cat pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Puis, quand l'arbitre s'est retourné, il y avait The Cat qui était à terre. Puis, Sanders était debout. Fait qu'il a pensé que c'était Sanders qui l'avait knocké. Mais dans le fond, c'est Shane Douglas pendant que Palumbo et Stasiak distraient l'arbitre. Puis après ça, tu sais, ça aurait dû être ça à la fin du match, mais le 4 s'est relevé à 9. Tout ça pour sortir du ring puis fesser Shane Douglas pour un compte de 10 à l'extérieur du ring. C'est une affaire qui n'a pas de sens. Là. Il aurait pu faire ça après. Mais c'est ça, tu le knock-out puis c'est la fin du match. Là, le heel a triché. Mais non, il faut qu'il se relève à 9 puis qu'il pète la gueule à l'autre. Booking WCW. Because WCW, c'est ça. Et voilà. Fait que c'est ça. Le gagnant du match, Mike Sanders. Above average, là, c'est son surnom. Oui, c'est vrai. C'est pas très élogieux de dire above average. Là. C'est juste que tu es meilleur que la moyenne. Mais ça veut pas dire que tu es nécessairement bon. Là. Que si la moyenne, c'est Tori Wilson puis Tigress, il est above average. Hey, t'es fatiguant que Tori Wilson. Je vais le plugger. Ça aurait été ça mon background. J'aurais dû faire ça à la place.
Es-tu abonné à son programme de fitness, là? Non, je devrais. À suivre. Tu nous feras un beau vidéo de toi qui s'entraîne avec le programme. Là. OK, parfait. Je vais essayer de faire ça. Checkez vos dates. Après ça, interview time avec Mean Gene Okerlund qui était avec Chronic. Chronic. Il donne jusqu'à Goldberg à la fin de la soirée pour être éclairé. Ouais. Sinon, il gagne par forfait. Les autres, ils se font payer, puis Goldberg n'a plus de carrière. Oh. Et ça. Pauvre lui, hein? Ben, tu sais. Mais seulement, ouais. Sur le match numéro 7, un match entre Mike Awesome, That 70s Guy, qui a affronté Vampiro. Oui. Vampiro qui a sorti un documentaire récemment. Pour vrai? Ouais, je sais pas si tu. Moi, je l'ai pas vu, mais je sais pas si toi, tu l'as vu. Non, non, je savais même pas qu'il y avait un documentaire, fait que c'est sûr que je l'ai pas vu. Oui, regarde. Il y a lui, puis il y a David Arquette, celui qui a sorti un documentaire il y a pas longtemps. Ouais, mais David Arquette, c'est un film documentaire ou c'est juste un. Ouais, si on veut. Mais ça parle de son après, sa carrière de lutte qu'il avait avant que le COVID embarque. Là. Mais ça, c'est sûr que David Arquette, ça m'intéresse parce que, premièrement, comme acteur, je l'aimais comme acteur, tu sais. Scream, c'est ma série de films préférée. Fait que je veux pas David Arquette. Je l'ai bien aimé là-dedans. Là. Ouais. Puis, c'est un passionné de lutte, là, comme lutteur. C'est très discutable, là, mais c'est cool que le gars ait une passion et qu'il ait réussi à faire ça après. Là. Ouais, mais il en parlait souvent, là, comme quoi, quand il avait donné la ceinture à David Arquette en 2000, justement, lui, il voulait pas gagner la ceinture. Il savait que c'était stupide de voir un acteur gagner une ceinture de même qui est prestigieuse, même s'il avait perdu son lustre depuis un bout là-bas. Là. Ouais. Mais c'est ça, puis il était pas d'accord, mais il a dit, regarde, on va le faire, puis l'argent que vous me payez pour mon cachet, je vais donner ça à des œuvres de charité. Pas mal cool, là, ça passe. C'est un bon Jack. Ouais, vraiment. Ouais. Après ça, comme je l'ai dit, Vampiro contre Mike Awesome, le match numéro 7. Parfait. Ça, il nous montre le 18 septembre à Nitro. Il y avait un match entre les deux encore. Puis Awesome a fait un powerbomb à travers une table à Vampiro. Mm-hmm. Vampiro était tombé sur sa tête. Non, il est tombé sur son dos. Puis il s'est blessé le dos. Puis il a manqué 2-3 semaines d'activité, je pense. Parce que quand tu as mal au dos, on sait qu'après 2 semaines, tu es correct. Hein? Mais Vampiro qui avait quand même eu un impact positif sur WCW, je trouve. Là. Tant qu'il est arrivé. Il avait quand même un bon look quand même. Puis il y a eu une couple de rivalités qui avait marché, surtout avec une avec Sting. Oui. Ben, ça, c'était sûr que juste avec le look qu'elle allait fuir des comptes. Ouais, puis maintenant, il y avait son clan avec lui. Là. Les Misfits, c'est pas In Action, mais les Misfits. Ouais. Le groupe de musique, là, Grunge. Ouais, il était avec lui, puis il feudait justement contre eux autres, là, contre Mike Awesome. Ouais. Puis après ça, le lundi d'avant à Nitro, que j'ai dit que j'avais regardé, il y avait un match, c'était Crowbar qui était avec Mike Awesome. Mm-hmm. Il avait changé un peu sa gimmick, qui était de plus still 70s, genre Playboy, si on veut. Ouais. Puis pour s'en venger, Vampiro il a fait un chokeslam à travers une table, puis il a blessé l'ami de Mike Awesome comme ça pour revenir, lui donner la monnaie de sa pièce. Puis, ouais, exactement. En passant, le remake de la tune de Mike Awesome, là, genre Barry White, là, c'était cœur. C'est parfait. J'ai Mike bien aimé Awesome ça. Qui était un excellent lutteur aussi. Mike Awesome était bon pour un big guy aussi. Ah oui. J'ai compris Mike Hoffman, désolé. Mike Hoffman aussi, c'est un bon joueur de hockey. Il est quand même scoré au début, mais ça intéresse personne. Signez-les Canadiens. Aujourd'hui, ça intéresse personne. Ouais, c'est vrai. Pas le bon podcast. C'est vrai. On va voir la poche bleue avec Guillaume Latendresse qui va être bientôt au podcast. Puis Maxime Lapierre. Parfait. Ah ouais? Oui, la poche bleue. Ah, parfait. On va parler de quoi avec eux autres? Fait que ton review, t'étais rendu où? Oui, c'est ça. C'est toi qui m'as mis là-dedans. Là. J'étais intéressé, j'étais curieux. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis avant le match, Vampiro a pris le micro et a demandé à Mike Awesome, parce que Mike Awesome, il y avait un tower match le lendemain à Nitro. Ouais. Il affrontait le gagnant de Steiner et Booker T. Yes. Puis il disait comme quoi Vampiro voulait avoir la chance d'avoir ce title shot-là. Fait qu'il a demandé de le mettre en jeu. Puis Mike Awesome a pris le micro et a dit OK, pas de problème. Pas d'histoire. J'ai dit OK, c'est bon, c'est parfait. Fait que, pour acheter un peu dans l'enjeu du match, le gagnant avait un title shot le lendemain à Nitro. Ouais. Fait que c'est ça.
Ce match-là, c'est quand même, il a quand même été pas pire, je trouve. Ouais. Tu sais, après, c'est sûr qu'avec ce qu'on a eu avant après le three-way tag team, là, ça a pris 6 matchs avant d'avoir un bon match. C'est sûr que ça penche en balance, mais sinon, je pense le match qui avait le plus d'allure après ça, je trouve. Oui, parce qu'après ça, tu avais du potentiel, mais l'affaire, c'est que ça a été tout croche, ça a été long, il y a eu plein d'affaires un peu bizarres aussi qui s'est passé après. Là. On va en reparler, là, mais. Ouais. Parfait. Fait que c'est ça. Ils ont commencé avec un brawl dans la foule. Ouais. Puis à un moment donné, il y a un gars qui a fait un headbutt à Mike Awesome, puis on a vu la sécurité arriver. Ça, c'est pas une affaire à faire, ça, mesdames, messieurs. Non, mais de toute façon, à ce temps, on peut plus, il n'y a plus de show. Non, je sais, mais éventuellement, il va en avoir du monde. Là. Non, c'est fini. En Floride, il va en avoir du monde. Tu as vu ce qui va arriver? Non, quoi? Ils vont permettre des arénas pleines. Pleines? Oui, en Floride, le gars de la place, le maire, il a décidé que lui, c'était pas illégal d'avoir pleine capacité. Ouais, j'avais vu pour le football qu'il voulait mettre 65 000 personnes, mais pour la lutte aussi, ouais. Ben, ça, j'ai aucune idée. Là. Ce que j'ai entendu parler, c'était plus pour le football. Ben oui, c'est sûr. Ben, moi, si j'étais le président, premièrement, j'étais le président de football ou le WWE ou n'importe quel show, je dirais non. Là. C'est stupide. Ouais, mais regarde, en Floride, c'est comme un. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est spécial là-bas, si on veut, c'est ça. Oui. En tout cas. Bref, pour revenir au match, après, ils ont réussi à faire une couple de moves que j'avais jamais vu avant. Là. Surtout Mike Awesome, que je connaissais pas de ACW avant. Là. Ouais. Et après ça, quand j'ai le capable d'avoir plus de show ACW, plus de WCW, je voyais qu'il était à tous les crises de match. Là. Ouais. Puis c'est ça. Vampiro, il a lancé une chaise à Mike Awesome, puis il a super kill direct d'en face. La chaise d'en face. Ouais. Ça, on a eu un top rope belly to belly suplex de Vampiro sur Mike Awesome, un autre très très beau spot. Puis après ça, on a vu. Je te coupe, mais tu as raison de dire que c'est le meilleur match après. Ouais, pour vrai. Deuxième meilleur match, puis à part ces deux matchs-là, après ça, il n'y a pas vraiment rien qui touche à ça. Ben, Booker T. Steiner, c'était pas mauvais pour ce qu'ils ont donné, je trouve. C'était correct, ouais. On va arriver là tantôt, mais c'est pas mal ces 3 matchs-là, d'après moi, là, qui ont fait que c'était un show. Je pense que Mike Awesome et Vampiro, c'était 2 lutteurs quand même sous-estimés. Je pense. Ouais, les deux étaient de faire des très très bons matchs contre n'importe qui. Là. Ouais. Ça ne prenait pas un adversaire super fort pour faire un bon match. Là. Non, c'est ça. Il était constant, qu'ils disent. Ouais. Après ça, il y a un Loot Express de Vampiro qui était botché de la 3e. Mm-hmm. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les deux sont tombés, mais celui qui a fait le move, c'est lui qui s'est ramassé à se faire piner, même s'il était placé sur l'autre. C'était bizarre en tout cas. Là. C'est dur à expliquer. Là, mais il faut voir le spot pour ouais, ça a été botché, c'est ça. Ouais. Puis après ça, je pense qu'il y avait un spot de powerbomb, mais Mike Awesome puis Vampiro, il avait oublié. Ouais. Ça a comme fait un petit blanc de noir entre les deux. Fait qu'il y a un petit moment que ça ressemblait vraiment à des punch kicks. Là. Ouais. Après ça, il a fait un Michinoku Driver de Vampiro pour un compte de 2. Ouais. Après ça, pour la fin du match, il y avait Vampiro et Awesome sur la 3e corde. Puis Mike Awesome a fait son Awesome Bomb de la 3e corde. Puis en tombant, Vampiro s'est cogné à la tête solide. Puis je sais pas si c'est. D'après moi, c'est la fin du match, no matter what. Mm-hmm. Mais après ça, le match est terminé comme ça. D'après moi, c'était le match qui finissait comme ça, mais on aurait dit que c'était genre abrupt un peu comme fin de match. Là. Ouais, comme si c'était comme oh shit, qu'il y avait d'autres choses après. Là. Ouais, parce qu'il peut-être qu'il aurait pu dégager. C'est pas moi, c'est parce qu'il était vraiment knock-out puis il voulait arrêter ça. Ben, en même temps, c'est un bon mot pour finir aussi. Là. Fait que c'est quand même son finish. Là. Ouais. Fait que c'est ça, comme on a dit, après le three-way tag team, c'est vraiment le meilleur match de la soirée. Là. Ouais, excellent match. Ouais. Après ça, interview time avec Minji no Curlin qui est avec le General Huge Erection. Eh oui, mais regarde, c'est Vince Russo, hein. Ah. Puis, ouais. Puis il était combien, évidemment, des Misfits in Action. Je pense que c'était un bon vendeur, Vince Russo, parce qu'il a réussi à avoir pas mal d'idées à pas mal de monde. Hein. Pour vrai. Parce que l'affaire avec Vince Russo, c'est que c'était un gars comme ça.
ce qu'il faisait, c'est souvent de la merde, là. Ouais. Mais il trouvait une storyline à tout le monde. Ouais, c'est ça. Ceux qui n'étaient pas utilisés, ben, ils sont encore ici. Ils faisaient bon, ben, toi, regarde, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça. Il y avait un spot pour tout le monde sur la carte. C'est ça, tout le monde avait comme une importance, là. Fait que... Ouais. Tout le monde avait un petit quelque chose à faire, là. Ce qui est pas mauvais. C'est pas mauvais qu'il y ait quelque chose pour tout le monde, mais c'est juste que de la façon, des fois que ça se fait, c'est ordinaire. Ouais, ça, parce qu'il y a quand même 40-50 lutteurs à s'occuper. Là. Si tu trouves une storyline pour tout le monde, ça va faire ça prend du temps, maudit. Là. Ouais. Surtout quand t'es pas le gars qui fait une meilleure storyline en partant. Là. Ouais. C'est pas son point fort, Vince Russo, un des seuls qu'il y avait. Là. Ouais. Fait que, comme j'ai dit, interview time avec les Memphis in Action et Yuji Rection. J'aime ça dire ça. Puis Gene a souhaité qu'il gagne le match pour réussir à avoir Major Guns, qui était de force avec Team Canada. Puis il disait aussi la ceinture des États-Unis était en jeu aussi dans ce match-là. Il y avait vraiment beaucoup de matchs dans le pay-per-view, par exemple. Hein? Oui, il y a quoi? C'est une soirée de. Je pense que c'est 10-11 matchs, c'est facile. 11 matchs. 11 matchs. Là-dessus, il y en avait 10, plus un impromptu, le combat tag team avec les locaux cajuns contre Stasiak et Palumbo. Ouais. Mais sinon, c'est un show pacté, comme qu'ils disent. Ouais. Puis avec ça, on revenait à Yuji Rection. Il parlait comme quoi il n'était pas censé. La même place l'année passée à Halloween Havoc en 99. Backstage, il disait comme quoi qu'il n'y avait rien pour lui, puis que je pense pas qu'il y a un grand avenir à WCW. Ouais. Là, il s'est réinventé avec justement les Memphis in Action. Il a été, pour la première fois dans sa carrière, il a été le leader d'une faction. C'est vrai. Avant, c'était un gars qui était dans l'arrière-plan dans Dungeon of Doom et tout ça. Fait que, là, il y avait vraiment sa faction à lui pour se mettre en plus en valeur. Mais tu sais, à WCW, tout le monde n'aurait pas One Faction. Ouais. Puis il dit que. Ouais, c'est sûr. Puis il dit qu'il est là pour Major Guns, il est là pour la foule, il est là pour ses partenaires du MIA, il est là pour les États-Unis. Ah ben oui. Qui arrêtera pas tant aussi longtemps qu'il va avoir la ceinture États-Unis puis Major Guns. Le patriotisme. Oui. Puis c'est ça. Fait que win, lose or draw, ben, il est de retour. Au beau joueur mauvais tour, comme la Team Rocket dans le temps. Oui. On fait des blagues, mais c'est une très bonne promo. J'ai aimé il y avait l'intensité était bonne, puis ça voyait qu'il parlait du cœur. Là. Puis c'est pas mal sa meilleure promo en carrière, quoique je me souviens pas de beaucoup de promos. Moi non plus. Ben franc. Ouais. Puis justement, à Attitude Era, il y avait souvent la DX qui imitait la Nation, l'affaire de même. Ouais. Mais à Nitro, juste un petit peu avant ça, il y avait justement les Memphis in Action qui avait imité Team Canada. C'est vrai. Ouais. Team Canada qui était composé de Elix Skipper, Prime Time. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, Team Canada, ça a commencé de WCW, puis ça a été repris par Impact après. Là. Ouais. Puis ça, il y avait évidemment le leader Landstorm. Ouais. Il y avait le turncoat Jim Duggan, qui était maintenant Pro-Canada. Ouais, je sais. Tu avais oublié celle-là, hein? Ouais, non, ben, j'ai pas oublié, j'ai vu le show. Non, mais avant de voir le show. Ouais, mais tu sais, l'affaire, c'est que j'ai bien de la misère avec les affaires de USC contre... Je pense que j'en ai trop vu. J'en ai trop vu. Ouais. Pas mal, la seule fois que c'était vraiment bon, c'était quand c'était Art Foundation contre les autres, là, Taker, Austin, Dude Love, tout ça. C'était pas mal juste ça. Ouais. Le fameux match à Canadian Stampede avec les Hearts contre LOD, Goldust, Ken Shamrock et Steve Austin. Oui. Mais tu sais, même récemment, là, ce qui était le plus proche, c'était, mettons, Rousseff, Cena, c'était pas pire. Là. Ouais. Parce que les matchs étaient bons. Là. Le match était bon. Ouais. Fait que, avant de commencer au match numéro 8, on voit justement Vampiro qui se fait aider par beaucoup de monde pour sortir du ring. Je pense qu'il y a eu quand même une commotion. Là. Ils ont montré la replay après. Il est rentré quand même de plein fouet sur le ring du Powerbomb. Là. Mm-hmm. Puis il y a eu une commotion après ça. Puis c'est ce match-là qui a fait que sa carrière à WCW était terminée. Ouais. C'est son dernier match avant qu'évidemment la compagnie se fasse acheter par WWF et Vince McMahon. Shane McMahon. Vince McMahon. Ouais. Dans le storyline, c'est Shane, mais dans la vraie vie, c'est Vince. Fais pas ton smat avec moi, mon gars.
Fait que match numéro 8, Lance Storm et Jim Duggan, accompagné de Major Guns, qui a affronté le General Huge Erection pour le championnat des... Tu l'as dit au moins 5 fois. Dans le fond, là, les mots-clés sur YouTube, ça va être Huge Erection et Tori Wilson. Ouais, puis le gâteau de Fantasme. C'est évidemment. Ouais. Fait que c'est ça. Puis évidemment, comme tu dis tantôt, ben, pour le championnat des États-Unis, et si Huge Erection gagne, mais il va y avoir Major Guns qui va revenir au bercail. On a tous out. Major Guns. Ouais. C'est pas ça non plus. Hein? L'adolescence, c'était cool avec Major Gun. Ouais. Là-dessus, déjà, l'adolescence, là, c'était magique. Ouais. Fait que, if I can be serious for a minute, demande Lance Storm. Ouais. C'est la fameuse catchphrase. C'est bon pour. Ça fait un bon c'est drôle bonne parce transition, que hein? il est tout le temps sérieux en plus. Ouais. C'est ça la joke. Bon, en tout cas, c'est ça. Puis il dit qu'il a vu la promo de Huge Erection, puis il a quasiment pleuré. Pleuré parce qu'il trouve ça vraiment triste qu'un gars de même parle des États-Unis comme si c'était quelque chose de spécial, même dans le fond, c'est de la merde. Ouais. Puis il dit comme quoi il devrait s'avouer vaincu, puis s'avouer battu, puis rester backstage pour éviter de se faire humilier encore plus. Puis c'est ça. Avant le match, le ref a confisqué le 2x4 de Jim Duggan. Mm-hmm. Jim Duggan qui avait les cheveux courts à l'époque. Oui. Ouais, avec son tracksuit avec Charlie de Team Canada. Team Canada. Moi, Jim Duggan et Lex Luger, je les mets dans la même catégorie. Ouais, là, c'était chien pour Lex Luger. Là. Ouais. Donc, Lex Luger était bien meilleur que Jim Duggan. Là. Oh, oui, c'est sûr, mais c'est les deux genres de personnes qui ont eu des carrières folles. Puis on s'entend qu'ils ont eu ces carrières-là juste à cause qu'ils connaissaient du monde. Je pense. Ben, c'est souvent ça dans la vie. Souvent ça dans la vie. Pas dans leur début. Là. Dans le début de carrière, ben, ils ont lutté parce qu'ils ont lutté. Là. C'est pas parce qu'ils connaissaient Hogan ou quelque chose du genre. Jim Duggan a gagné le premier Rumble, non? Oui, en 86. Tu sais, on était. Ben, non, 88. On était nés, mais on s'entend qu'à un an, on ne l'avait pas écouté. Là. Mais il était-tu si hot que ça pour gagner Rumble? C'est quoi que. Non, il était pas. Il était ordinaire. Là. Mais dans le fond, il y avait sa gimmick, évidemment, USA au bout, là, avec le puis 2x4. Là. Ouais, mais. Toujours été très patriotique. Là. Mettons son petite parenthèse, le Rumble 88, il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui aurait pu le gagner, il me semble qu'il. Ben, je sais pas. Je te dirais que c'est pas mal sûr que oui. Là. Oui, c'est ça. Mais peut-être que. Je pense qu'il n'avait pas longtemps qu'il avait commencé à WWF. Je pense que c'est peut-être ça qu'il voulait faire au début. Là. Il donnait un petit quelque chose. Là. Ouais, c'est ça. Dans le temps que le gagnant du Rumble, il n'y avait pas de title shot, rien. Là. C'était plus facile de mettre des gars de même gagner un Rumble qu'aujourd'hui. Là. Puis avais-tu commencé à WWF ou il a commencé à WCW? Jim Duggan? Ouais. Non, il avait commencé, il luttait Mid-South Wrestling. Ouais. Il luttait avec Ted DiBiase, Tully Blanchard, des gars de même. Là. OK, parfait. Mais pour ça, en 86, je pense qu'il était à WWF. Okay. C'est après qu'il était à la WCW. Oui. Puis Jim Duggan, on va en parler dans notre Survivor Series, qu'on va parler dans les prochaines semaines. Oui, mois de novembre. Exactement. On va faire plein de beaux reviews de Survivor Series, vous allez être bien contents. Yes, sir. Fait que pour revenir au match, après que le ref a confisqué le 2x4 de Jim Duggan, Rection s'est débarrassé de Duggan avec une colonne par le troisième corde. Mm-hmm. Puis je sais pas si tu te rappelles du bum qu'il a pris pour sortir. Là. Ah oui. Je l'ai jamais vu faire ça de ma vie. La première fois que je le vois prendre un bum de même, là, se garrocher, là, puis tomber parfaitement en bas du ring. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça de lui avant. Pas qu'est-ce qu'il a pris ce soir-là, mais. Peut-être que ça a donné de même aussi. Il a peut-être juste glissé. Là. il a bien glissé en crise, par exemple. Il a bien glissé, ouais. Après ça, c'était Rection contre Storm. Ouais. Puis il y a eu davantage Rection sur Lance Storm jusqu'à temps que Lance Storm counter les punches dans le coin avec un Atomic Drop. Puis après ça, il a fait un beau. Non, un Atomic Drop, après ça, il a tagué Jim Duggan, pardon. Rien de beau là-dedans. Non. Après ça, Storm a fait un low bridge à les cordes quand Duggan a whippé Rection pour qu'il tombe en bas du ring. Puis après ça, t'as assez limité quand c'était. Ouais, excusez. Puis après ça, je suis rendu. Ta faute avec ton flex, tu m'as déstabilisé. Ouais, je suis flexant. Ouais. Ça, Jawbreaker et Super Kick de Storm à Rection pour un compte de 2.
Après ça, Duggan était avec son 3-point stand running clothesline, mais ça a été counteré avec une clothesline direction. C'est un double down. Après ça, on a eu c'est un sleeper hold. Après ça, quand Storm a marqué dans le ring, ancien Humorous a fait un mini comeback, si on veut. C'est terminé avec Storm qui a fait un sleeper hold. Après ça, il s'en est défait avec une back suplex pour encore une fois avoir un double down. Mm-hmm. Et après ça, après la back suplex, Storm a frappé Duggan après que, évidemment, le fameux je tiens mon adversaire, mais l'autre il va se tasser, je vais faire mon propre partner. Un classique. Un classique. Puis après ça, c'est ce qui est arrivé. Après ça, c'est le comeback de Face Direction avec il a lancé Lance dans les cordes. Il a fait un leapfrog, puis après ça, il a comme ramassé malheureusement l'arbitre Scott Armstrong, qui est encore à la WWE en ce moment, le frère de Road Dogg. Oui. Puis évidemment, après ça, on a le fameux ref bump. Après ça, il y a eu, quand Storm Erection, après, quand il a la tête, il y a Lance qui est rentré dans l'arbitre, évidemment. Et après ça, il y a Duggan qui a fait un pile driver à Hugh Morris, un pile driver dégueulasse. Puis pendant ce temps-là, ben, il y avait Eric Skipper qui est arrivé. Puis il a voulu s'en mêler, mais Major Guns il a pris le pied et il l'a fait tomber face first sur l'apron. Mm-hmm. Parce qu'il s'en allait avec le 2x4 puis il le donnait à Alan Storm. Ouais. Puis évidemment, après ça, ben, ça n'a pas marché. Fait que quand Duggan a voulu utiliser le 2x4, ben, l'autre s'est tassé. Il a pris son 2x4 puis il l'a ramassé dans la face et s'est assis pour le compte de 3. Yes! Fait que Yuji Rection qui a réussi à traverser Major Guns et la ceinture États-Unis. Bravo! Ouais. Puis c'est ça. C'était pas. Fait que Major Guns de retour. Ouais, c'est ça. C'était pas. Ben, au moins, en partant, pas mal tous ceux qui étaient dans le match, je les aimais pas. Là, fait que ça aide pas. Je suis pas un grand fan de Lance Storm. Je le respecte, mais je suis pas un grand fan de Lance Storm. Ouais. C'est pas pire pour un match quand même qui inclut Jim Duggan. Ouais. Ouais. Mais le Storm a travaillé fort, puis pas eu même chose pour Yuji Rection, il a bien travaillé aussi. Là. Ouais. Un vrai dur de dur. Yes. Yuji Rection, dur. Ouais, j'ai compris. Ok, parfait. On parle du prochain pay-per-view. Oui. Qui est le WWE, on parlait tantôt, Mayhem. Oh yeah. Le 26 novembre 2000, puis dans le commercial, il m'en vedette notre invité, encore une fois, Big Papa Pump, Scott Steiner, qui est en camisole de force. Ouais. Oh, pareil. Ouais. Vu qu'on annonce le prochain pay-per-view de la WCW, on pourrait faire la même chose. On va annoncer notre prochain parce que, dans le fond, on va faire ça tout de suite. On fait 2 Halloween Havoc. On fait celui-là. Puis le prochain review, ça va être Halloween Havoc 94. Oui. Le premier match de Ric Flair contre Hogan. Dans une cage. Wouh! Oui. À la WCW, c'est leur premier affrontement. Oui, c'est vrai. Et aussi sur la carte, il y a un fameux match que j'ai bien hâte de regarder, qui est Johnny B. Bad contre Honky Tonk Man. Oui, vous allez avoir bien du plaisir. Ça, on ne sait pas ça encore. Ouais, sûr. Ça ne peut pas être pire que celle-là. Là. Avec nous autres, vous avez toujours du plaisir. Ouais, ça ne peut pas être pire que celle-là non plus. Là. Impossible. Jamais je croirais. Là. Non, oui. Impossible. Il y a même un match de Steve Austin en plus. Steve Austin qui est excellent. Ouais, mais le seul X, c'est-tu qui se pogne dans la soirée-là? Non. Jim Duggan. Shit. C'est ça. Ouais. Pas grave. Ben, regarde, 6 ans avant, il était peut-être meilleur. On va voir. J'y souhaite. Oui. Après ça, je nous le souhaite parce que c'est nous qui va regarder le match. Je dois regarder, ouais, c'est ça. Interview time avec Pamela Paulshock qui est avec Slapnuts, Jeff Jarrett. Puis ça dit que Double J est dans le fameux strut. Jarrett dit qu'il est dans le Halloween Spirit. Oui, mais oui. Et que ce soir, le monde va voir la métamorphose de la carrière de Sting. D'un nobody qui est devenu has-been pour finir en Never Was. Choke on that, Snappy. Ouais, puis tu sais, je vais l'assumer, c'est moi qui voulais faire le review de ce show-là. Puis je voulais revoir surtout je voulais revoir surtout ce match-là. Puis parce que j'ai toujours bien aimé les affaires, tu sais, Halloween, un peu Sting. En tout cas, je me souvenais qu'il y avait plein de segments avec des Sting, justement, qu'on va en reparler. Là.
Mais après avoir regardé le match, j'étais comme, ouais, c'était peut-être meilleur à l'époque ou à l'époque, j'étais peut-être moins difficile. Peut-être un peu de la colonne A et un peu de la colonne B, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Mais. Puis je me suis demandé après ce match-là, quand je l'ai écouté, je me suis dit pourquoi Sting est Ça resté. valait la peine? Ouais, aussi. Mais pourquoi Sting est resté autant longtemps à WCW? Parce qu'il était un gars fidèle, là. Il était loyal. Il était loyal, là, mais. Ouais, qu'il y en a. En tout cas. Ben, tu sais, à WCW, il y a tout le temps eu des grosses storylines. Il n'a jamais été vraiment mis dans le back burner pour aucun temps. Là. Fait qu'il a toujours été genre quelqu'un de stable là-bas. Fait qu'il y a eu beaucoup de storylines en raison de ça. Là. Ouais. Mais tu sais, Sting, un des bons quand on fait, mettons, on fait un top 50 de lutteurs. Là. Mm-hmm. Il a sa place là-dedans. Ouais. Ça, on a montré justement en parlant de Sting le package vidéo de cette rivalité-là entre Jarrett et Sting. Mm-hmm. En fond, en gros, c'est que Jarrett dit que Sting avait plus de cœur qu'il était plus dédié à la lutte. Mm-hmm. Puis que même Jarrett s'est même déguisé en Surfer Sting pour se moquer de lui. Dans le fond, c'est ça. Jarrett dit qu'il n'a pas de cœur et qu'il ne mérite plus d'être là. Ouais. Bref, match numéro 9. Jeff Jarrett qui affronte The Man They Call Sting. Oui. Fait que pour commencer le match, Sting a jumpé Jarrett en bas du ring puis il l'a dominé. Ouais, puis c'est le cri. Je veux juste t'arrêter 2 secondes. C'est plus un. C'est un match, mais pas tant un match non plus en même temps. C'était plus pour construire leur storyline. Ouais. Avec comme background un brawl, mettons. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, tu sais, en même temps, j'ai pas été plus loin à WCW dans ce temps-là. J'ai pas regardé ce qui se passait après. Là. Non, c'est ça. Mais j'ose croire que c'était pas la fin de leur rivalité. Non, surtout avec le gagnant du match. Oui. Ah, t'as volé le punch. Ben, j'ai pas dit c'était qui. Vu de même. Encore. Fait que ouais, après ça, on a entendu le cri du Stinger qui s'est fait entendre. Mais c'était pas Sting qui a fait ça, ben oui. C'est qui? Sting, un Sting déguisé. Un homme qui justement, c'était le concept, c'est déguisé en Sting d'Halloween Havoc 89. 11 ans avant ça. Ouais. Puis Sting, le vrai Sting, là, il s'en est disposé assez facilement avec un Scorpion Dead Drop direct sur la barricade. Ouais. Dans la rampe de l'entrée, pardon. Ouais. Puis il a fait ça souvent. On dirait qu'à tous les gars qui arrivaient, il faisait ça. Il la met dans la rampe. Puis ouais. Ben, c'est correct, c'est constant. Ouais, c'est un move quand même assez solide. Là, fait que ça peut mettre le gars à terre un bout. Là. Surtout que c'est pas des vrais lutteurs. Là. Ouais. Après ça, Sting et Jarrett sont battus dans la foule. Jusqu'à temps qu'un autre Sting arrive. Cette fois-ci, c'était Brad Armstrong, un autre frère de Road Dogg, qui était déguisé en Surfer Sting, évidemment. Ouais. Puis c'était le Sting, pardon, du Great American Bash en 1990. Ouais. Ça, je pense, c'est la... Ouais, vas-y. C'est quand même une bonne idée de concept pareil pour le match, là, je trouve. Là. Non? Ouais, ça fait WCW, je trouve. Ouais, mais tu sais. Oui, c'est nice, mais c'est overbooké au bout. Là. Ouais, c'est clair. Un Sting de toutes les époques, ça aurait été bien normal, je trouve. Là. Un Crow Sting, un Surfer Sting, puis un Wolfpack Sting, that's it. Là. Pas en avoir 50 de chaque. Là. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que, comme on le dit, c'est ton costume de Great American Bash en 90, la soirée où il avait battu Ric Flair, pour gagner le championnat de WCW la première fois. C'est vrai. Puis, en gros, c'est la même chose que l'autre Sting. Là. Il réussit à se battre avec lui jusqu'à l'entrée, puis il fait son Scorpion Dead Drop au faux Sting. Ouais. Puis, ça. Après ça, les deux embarquent dans le ring. Puis, évidemment, tout de suite après, ben, c'est autour d'un autre Sting de faire son apparition, le Wolfpack Sting. Puis, ça. Un autre Sting, puis un autre Scorpion Dead Drop dans le ramp. Au moins le pattern, comme je disais tantôt, c'est constant. Et voilà. Ça devrait être ça le slogan de la WCW. C'est poche, mais c'est constant. Et voilà. Ben, c'est poche, mais divertissant aussi. Ouais, c'est genre car crash si on veut. Là. Ouais. C'est genre tu veux pas le regarder, mais tu le regardes pareil, là, un œil de même. Ouais, exactement. Adam Pearce. Yeah, right. Après ça, Jarrett a frappé Sting avec un bat à l'extérieur du ring, avec la distraction. Mm-hmm. Puis suplex de Jarrett sur le stage. Après ça, un sleeper sur Sting, mais au troisième bras, ben évidemment,
Sting a montré signe de vie à la foule. Puis il fait son comeback qui a fini avec un Scorpion Deadlock. Dans le fond, le sharpshooter, si on veut. Move copier. Fait que c'est ça. Ben après ça, il y a un Crow Sting qui sort du ring. Puis c'est qui faisait ce Crow Sting-là? Je m'en souviens plus, mais je sais que tu m'en as parlé récemment. Oui, c'est un gars qui était très très longtemps à la TNA dans un tag team très connu. Chris Harris? Oui, America's Most Wanted. Yes, sir. Ouais, c'est celui qui était aussi à la WF pendant un certain moment, en fond, 2-3 shows à la SW de la WWE. Knock Knock, who's there? Brain Walker. I'm gonna knock your brains out. La meilleure promo ever. Ouais, c'est ça, puis Austin 316. Là. Ouais, c'est pareil. Ouais, même chose. Fait que c'est ça, puis il a amené Sting en bas à travers le ring, pardon. Ouais. Puis en sortant, ben, c'est Sting qui est ressorti avec l'imposteur Sting qui saignait du visage. Oh. Ouais. Puis il a réussi à faire évidemment un Scorpion Dead Drop. Et les lumières sont éteintes. Après ça, il y a un autre Crow Sting qui est sorti du top de l'aréna avec évidemment le spot que Sting faisait toujours. Là. Ouais. Puis évidemment, ben, ce Sting-là, le même résultat que les autres, au lieu d'être sur la rampe, c'est ça des annonceurs. C'est ça. Puis moi, j'ai bien aimé aussi. Oui, mais j'ai bien aimé quand tu l'as vu aussi, mais j'ai bien remarqué quand la perruque du faux Sting s'est enlevée. Puis c'est un gars qui était pas mal bald. Ouais. Peut-être Anderson, on sait pas. Peut-être. Sûrement. Il lutte encore aujourd'hui. Ben, lutter, c'est un grand mot. Il fait un move, là. Ouais, il fait un move, puis ça il prend 3 ans à se relever. En tout cas, ouais. On parlera pas de ça. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Puis, c'est vrai. Après ça, évidemment, il a fait, comme j'ai dit, à travers une table, et ça va faire son Scorpion Dead Drop au faux Sting, le non chevelu. Ouais. Et après ça, il a fait la même chose à Jeff Jarrett cette fois-ci. Puis malheureusement, le faux Sting était fait par Chris Harris. Il est revenu. Puis il a donné un coup de guitare à Sting qu'il n'a pas vendu. Non. Et après ça, Sting s'est retourné à Jeff Jarrett, qui lui en a fait un, mais lui, ça a été assez pour gagner. Oui, parce que lui, c'était vraiment le Slapnut. Ouais. Puis ça, il y a plein de débris de guitare dans le ring, mais l'arbitre fait fuck off puis il compte pareil. C'est vrai, hein? Because WCW. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, c'était un genre de street fight, mais pas assumé. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il donnait beaucoup de jeux, mettons, aux lutteurs dans ce match-là. Là. Ouais, c'est ça. En fond, ça, un match qui était overbooké au bout, là, comme on a dit. Là. Mais tu sais, mais pour ce que c'était quand même divertissant. Là. C'était pas dull, mettons. Là. Non. Ouais. C'était bien correct. Puis je pense pas qu'ils voulaient faire un match classique de lutte parce que probablement qu'ils en ont fait d'autres avant puis après aussi. Là. C'est sûr qu'ils ont déjà fait des meilleurs matchs que ça ensemble. Là. C'est quand même pas des mauvais lutteurs. Là. Non, c'est sûr. Puis Sting fait des bons matchs, Jeff fait des bons matchs. Fait que je pense pas que ça fait des matchs médiocres après. Là. Non, c'est ça. Mais bref, c'est ça pour ce match-ci. Comme j'ai dit, overbook au bout, mais très divertissant. Sports Entertainment pur et dur. Yes, sir. Comme U-Direction. Après ça, Interview Time avec Pamela Paulchuk qui est avec le champion de la WCW, M. Booker T. Oh. Il dit que Scott Steiner a dit, qu'il mérite la ceinture, mais le dire puis le faire, c'est deux choses différentes. En effet. Puis il dit si t'en veux, viens t'en chercher. Ça se dit mieux en anglais. Là. If you want some, come get you some. Là. Comme Booker T disait, don't hate the player, hate the game. Ouais. Ça, il dit comme quoi il est au courant que qu'est-ce qui arrive à Goldberg, qu'il y a beaucoup de respect pour lui. C'est pour ça qu'il va arriver, au lieu d'attendre, il va laisser plus de temps à Goldberg pour être correct pour le match. Fait qu'il va y aller tout de suite faire le match contre Scott Steiner. Puis, Booyah! I'm gonna get with ya! Ah, Booker T. Ah oui. Après ça, on a un vidéo package, justement, entre les deux pour promouvoir le combat. Là. En fond, pas grand-chose à signaler. La seule affaire vraiment en gros du vidéo, c'est qu'il montre petit à petit que Scott Steiner commence à virer complètement sur le top. Là. Puis que c'est le Scott Steiner qu'on connaît. Là, parce que ça faisait pas longtemps qu'il était comme ça, vraiment genre le Scott Steiner qu'on connaît. Là. Ouais. Non, il commençait à sortir de sa coquille un peu. Là. Maintenant,
dans ses débuts, qui était comme ça, il était vraiment, genre, c'était le même gars qui était dans les Steiner Brothers, il était gêné, puis tu sais, il avait ses muscles, il avait la même gimmick, mais le carré s'était pas embarqué. Mais après un année, il a tourné une switch, puis là, il est devenu le Steiner qu'on connaît, là, le gars fou. Là. Pour notre plus grand plaisir. Ouais, Monsieur Road Rage. Ouais. Pour ça, on se rencontre au ring, qui est Michael Buffer, l'annonceur de boxe qu'on connaît, là, Let's Get Ready to Rumble. Ouais, le populaire annonceur. Ouais, il fait l'introduction pour le match numéro 10. Scott Steiner qui affronte Booker T pour le championnat des WCW. Oh oui, une de ses 5-time. Non, ça va être ça le thumbnail du show, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parfait. Backstage, on voit Scott Steiner qui capote en disant que hey, moi, ça, mon match tout de suite, c'est moi le main event. Le gars, il dit non, je sais, mais c'est toi, là. Il y a un dénommé un agent qui s'appelle Ricky Santana. Évidemment, Scott Steiner l'a très bien pris. Mais il l'a bien pris par la gorge, mettons. Là. Ouais. il a fait des menaces. Il m'a déjà dit, là, garde ça pour le ring. Scott Steiner qui a éclaté en 2 secondes sur le gars. Avec raison. Il aurait dû être main event. Ouais, mais c'était correct. C'était un bon touch pour le Big Papa Pump, le fou dans la tête. C'est ça. Qui va attaquer n'importe qui quand il veut. Là. Le Freak. The Freak, oui. Scott Steiner classique. Mm-hmm. Pour commencer le match, Big Papa Pump a dominé Booker T quand même un petit bout. Steiner aimait bien ça à l'extérieur du ring et écœurer la foule. Là. Évidemment, Scott qui bumpait, je me souviens pas, mais il bumpait-tu avec ses pieds collés dans ce temps-là? Il bumpait avec ses pieds collés, ouais. Il bumpait avec ses pieds collés. Hein. Ouais, ça, puis il était souvent contre lui à WWE, puis presque quand il mangeait des moves, il était à terre, puis il faisait l'étoile, mais il y a tant un bras qui faisait ça comme ça. Ah, mais là, on ne te voit pas, tu es disparu dans ton écran. Ah, mais ça, il shakeait de temps son wrist de même, là, quand il se faisait piner, il touchait pas à terre. Fait que c'est ça, après ça, il y a eu des petits punches dans le coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il était 8, 9, 10. Il fallait que tu le dises, hein? Hashtag. Quiz. Oui, oh! Après une situation de Madeja, Steiner envoyait Booker T en bas du ring, puis il a pitché d'un barricade. Mm-hmm. Il y a un coup de chasse après, direct dans le dos, devant l'œil de son frère Stevie Ray, qui était commentateur. J'ai bien aimé ça quand Steiner était dans la face de Stevie Ray, puis il l'écœurait. Steiner, il est magique. Ouais. On a besoin de ce que ça devrait revenir. Il est à Impact en ce moment, hein? Il était là pas long, une couple de mois, là, mais je pense pas que ces temps-ci est bien actif. J'aimerais ça qu'il signe à AEW. Non, ça pourrait être un mouthpiece de quelqu'un. Pourquoi pas? Un autre. Ça serait fou. Le mouthpiece de Will Hobbs, ça va être donc. Puis, ouais, c'est ça. Après ça, ils ont barré dans la foule. Jusqu'à temps qu'ils reviennent à la table de l'annonceur puis que Booker T se fasse slammer par Scott direct sur la table devant Stevie Ray qui était en tabarnak. Mm-hmm. C'est une autre table, si on vient de se faire péter l'autre, à un moment donné, c'est fatigant. Il voulait quasiment se battre. Aussi. Puis après ça, après que Steiner Booker T a dégagé d'un elbow, Steiner a sauté à la gosse d'arbitre, Charles Robinson, pour lui dire hey, compte plus vite, Carlis. Il a intimidé l'arbitre. C'était pas mal divertissant ce match-là pour vrai. Scott Steiner, là, il divertit son bout. Ouais. On s'ennuie jamais dans un match avec lui. Oui. Même quand après ça, ouais, c'est ça. Booker T après ça, avec un regain d'énergie, avec une belle petite close line à Steiner qui stoppe ça avec un Summon Drop de la deuxième corde avec Booker T sur ses épaules. Ça aussi, c'est un beau spot. Ouais. Ça, belly to belly suplex à Booker T pour 2 de Steiner. Ça, Booker T monte au 3e, mais Madeja, qui était extra du ring, a fait tomber Booker T crotch first sur la corde. Mm-hmm. Ce qui permet à Steiner de faire un de ses mots fétiches, un Frankensteiner à la 3e corde. Ça, c'est un affaire qui bumpait les jambes collées. Là. Les jambes ne se décollaient jamais. Ouais. Puis, c'est ça. Un missile dropkick de Booker T pour un contre de 2. Ça, c'est un de ses trademarks à WCW, un missile dropkick à la 2e. Il gagnait souvent des matchs de même, là, contre du monde un peu plus bas sur la carte. Ouais. Puis, mais évidemment, plus bas sur la carte, Scott Steiner, c'est pas la même chose. Que Steiner dégageait à 2. Exact. Après ça, un scissors kick, mais m'a déjà donné le lead pipe à Scott Steiner qui a frappé Booker T avec
quand il essaie de faire son kick. Ouais. Après ça, quand Little Nate en a parlé avec lui, il a fait comme d'habitude. Il l'a poussé dans le coin puis il a dit tu mêles toutes tes affaires. Puis Scott Steiner qui était en pleine forme. Business. Ouais. Oui, vraiment. En pleine forme, ouais. Puis après ça, il a comme frappé Charles Robinson out of nowhere avec le lead pipe. Puis après ça, il l'a accroché dans le coin en Tree of Woe. L'autre, il était comme en chauve-souris un peu. Puis il n'a rien fait d'autre. Il a juste laissé comme ça. Il a laissé le même, moi. Ça, c'était malade. L'autre qui vend ça comme s'il était mort. L'autre, il a juste l'accroché dans le coin en Tree of Woe. Puis après ça, évidemment, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés. Puis Steiner, il a frappé tout avec un lead pipe toute la gang. Il a même fait le side recliner à Booker T après ça pendant que le monde essayait de l'enlever. Pas tous les fois, il frappait le monde qui arrivait pour l'aider. Les gars de sécurité, les arbitres, tout le monde y passait. Ouais, il a vraiment pété sa coche solide dans ce match-là. C'était quelque chose. Ouais, puis il y a un des gars de sécurité qui, dans le fond, c'était un lutteur, dans le fond. Ouais. Il a mangé un sale pump d'un coup de lead pipe à travers le troisième corps. Un peu comme Tim Duggan tantôt dans le match de handicap de tantôt. Là. Il a mangé un méchant gros bump qui a volé sa troisième du bout du ring jusqu'en bas du ring. Il n'y a même pas de troisième corde, je pense. Non. Il a flyé directement en bas. Puis évidemment, après ça, Booker T s'est mangé une coupe de coups de lead pipe dans le genou par Scott Steiner. Jusqu'à temps que Jed Judd vienne calmer le jeu un peu pour aider. Parce qu'il était chum avec Steiner dans ce temps-là. Ouais. Puis, même lui, il a de la misère un peu. Surtout qu'il est arrivé, Steiner l'a comme poussé, puis il a fait mets toutes tes affaires. Après ça, il s'est laissé calmer, puis ils sont partis. Ouais. Après ça, les annonceurs, ils disaient comme quoi Mike Awesome, il est chanceux parce qu'il va affronter Booker T demain pour le championnat de WCW. C'est sa chance. Puis, pas spoiler quelque chose, mais non, ça va pas marcher. Il n'a pas gagné. J'étais sûr. Ouais. Fait que t'as pensé quoi de ce match-là? C'est pas mal. J'ai bien aimé ce match-là que le match de, mettons, Sting puis Jeff Jarrett. Ouais, c'était plus lutte que d'autres choses. Là. C'était plus lutte, puis il y avait le côté divertissement avec Scott Steiner. C'est sûr que j'aime bien Sting puis les faux Sting puis tout, mais c'est comme ils en ont tellement mis que j'ai vraiment préféré Scott Steiner à Booker T. Puis le côté lutte, le côté aussi qu'il y avait une ceinture non, il y avait une ceinture, ouais, il y avait une ceinture en jeu aussi dans Steiner Booker T. Fait pour ce truc-là, je lui donnerais ce match-là à Steiner Booker T. Ouais. Qui était le troisième meilleur match. Ouais, c'est ça. Moi, pour ce que c'était, j'ai aimé ça aussi. Là. Ouais. C'est sûr que juste Steiner qui fait ses affaires qu'il fait d'habitude, c'est frasque, si on peut dire. Ouais. Juste ça, c'était divertissant en masse. Là. Tu pourrais faire juste ça tout le long, puis je serais diverti quand même. Puis Booker T, même quand il lutte pas, il est divertissant juste par sa gestuelle aussi. Là. Fait que... Booker T, il a toujours été solide dans le ring, Booker T. Ouais. Un gars, je dirais pas sous-estimé, mais pas loin. Là. Ben, c'est parce qu'il a son style à lui, la façon qu'il bouge. Ouais, c'est sûr. Puis il a fait beaucoup de comédies aussi qui a peut-être pas aidé dans l'optique comme quoi c'est un des best of all time. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas, WCW, je trouve que c'est un top 5 facile. Ah ouais. Avec son tag team, puis après ça en single run. Là. C'est ça. Puis évidemment, comme on sait, il a été WWE après ça, puis le reste, c'est de l'histoire. Exact. Après ça, on a eu un vidéo package, justement, pour nous raconter qu'est-ce qui se passe entre Chronic et Goldberg. Chronic. Dans le fond, en gros, Chronic s'est fait payer par Mike Sanders pour en finir avec Goldberg. Un peu comme APA faisait à WWF. Genre, c'était comme pas mal des gars qui étaient engagés pour péter du monde. Ils se faisaient, le monde donnait de l'argent puis ils pétaient du monde pour eux autres. C'était pas mal dans le même temps, sauf qu'APA l'a fait avant. Ouais. Justement, quand j'avais dit j'avais regardé les Nitro puis le Thunder d'avant, il y avait un spot au Nitro d'avant, c'était 3 Count. C'est vrai. Qui avait engagé Chronic pour qu'ils fassent leur garde du corps pour qu'ils fassent leur chanson au grand complet sans se faire interrompre. Puis ça n'a pas marché, c'est Chronic qui les ont pété à la gueule. Ouais, regardez votre argent, on est mieux avoir nos oreilles intactes qu'avoir votre argent. Bonne idée là, pour ce segment-là. Ouais, c'est pourquoi pas? Un petit peu de comic relief, c'est correct. Ouais. Ça, on est rendu au match numéro 11. Le main event. Le main event de la soirée qui implique... Enfin, diront Goldberg contre Chronic, 2 contre 1, handicap. Ouais. Un match élimination, quelque chose que je n'ai pas su avant qu'il l'annonce au micro avant. Ouais, c'est ça. Because WCW. Ouais. Puis si Goldberg il perd, c'est terminé pour lui.
Je ne veux pas spoiler personne, mais c'est pas arrivé. Ouais. Avec Bryan Adams prend le micro et chante une chanson. Ah non, c'est pas le bon. Il dit que toute l'hype sur Goldberg ne servait à rien. Mais merci. Il dit que la hype ne servait à rien pour Goldberg et qu'il n'est pas apte à lutter. Fait que demande à l'arbitre de nous faire gagner par forfait, lève-nous les bras. Puis il dit Brian Clark, celui qui était à Adam Bomb, il dit la foule peut chanter Goldberg comme qu'ils veulent. Puis évidemment, on cue, la foule s'est mise à chanter Goldberg. S'il peut chanter Goldberg comme qu'il voulait, ça ne changera absolument rien. Il ne peut pas lutter, puis c'est les autres qui gagnent. Mais on le voit. Après ça, on voit backstage Doug Dillinger, le head of security à WWE, c'est le moustachu. Là. Ouais. Puis il arrive, puis il y a les mots des docteurs comme quoi Goldberg est éclairé. Puis il leur dit, ça fait à peu près temps. Si ça fait juste 3 heures qu'on attend. Évidemment, on va pas chercher Goldberg dans son locker room pour faire son entrée bien à lui, là, avec, la sécurité qui était avec lui. Puis évidemment, c'est pas une des affaires qui faisait que Goldberg était très populaire, ça faisait partie de. Son entrée était vraiment un gros pourcentage de ça. Là. Ouais. C'est pas vraiment ses promos non plus qui faisaient que la foule l'aimait. C'est le fait qu'il y avait une entrée qui était cool puis que ses matchs il était pas long parce qu'il pétait tout le monde. C'est un vrai badass, si on veut. Là. L'intensité aussi là, qu'il donnait, là, il était quand même intense. Là. Exactement. Puis c'est ça. En fond, il charge le ring. Puis malgré le fait qu'il tient son bout, ça reste que c'est 2 contre 1 quand même contre 2 gars qui ne sont pas des manchots. Là. Non, c'est ça. Quand même 2 big guys. Là. Ouais. Même que Brian Clark est plus gros Goldberg, je pense même. Non, pas mal. Ouais. Fait que c'est ça. Puis font un double coup de bélier à Goldberg qui est sorti en bas du ring. Après ça, Bryan Adams a sorti une table. Puis pendant ce temps-là, l'été de Brian Clark sur Goldberg dans le ring. Ça, ils ont placé la table dans le coin. J'entendais leur finish qui s'appelle le High Times. Alors, c'est un double chokeslam. Ouais. À travers la table. Mais Goldberg, ça est. Oui. Original pour 2 big guys. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'est correct. Là. Oh, ouais, c'est correct. En même temps, des gars de leur shape, c'est quand même un finish parfait si on veut. Là. Ouais. Puis, mais Goldberg s'en est sorti, puis il a fait un super kick à Bryan Adams. Après ça, il a fait un spear sur Clark à travers la table pour éliminer Clark avec un compte de 3. Ouais, assez facilement. On se retrouve avec Bryan Adams contre Goldberg maintenant en 1 contre 1. Pas le chanteur. Non, pas le chanteur. Okay, lui, il n'était pas disponible, lui. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il y a un full muscle slam de Adams sur Goldberg. En fait, c'était comme son finish à lui. Ouais. Puis malheureusement, un compte de 2 parce que Goldberg a dégagé en force. Un kick qui a surpris Bryan Adams. Mm-hmm. Puis après ça, quand Adams a chargé Goldberg, il a fait un beau leapfrog. Puis après ça, il a fait un spear. Et évidemment, après ça, on sait ce qui arrive. Hein? Spear, jackhammer, 1, 2, 3. Gagnant du match, Goldberg qui garde sa streak intacte. Oui. Puis, c'était sa 2e streak, ça, non? Oui. Ouais. À ce moment-ci, la streak était 14-0. Il s'est rendu jusqu'à combien, sais-tu? Je dirais peut-être 20, peut-être. Ouais, il n'a pas duré longtemps, bien longtemps après ça, je pense. Non, heureusement. Ouais. Fait que dans le fond, c'était pas mal un squash, si on veut. Ouais. Tu sais, il y a eu un peu l'opposition de Chronic, mais pas assez pour faire qu'il soit vraiment en danger. Là. Pour mettre Goldberg dominant encore une fois. Là. Ouais. Puis pour ce que c'était, je trouve que c'était un bon match. Ouais, c'était correct. T'as fait la job. Puis t'as fini la soirée avec un fan favorite qui gagne. Là. C'est quelque chose qui est dans le fun quand tu regardes un show. Là. Ça a été tout un show. Hey, on est passé par toute la gamme d'émotions. Oui. Puis ta note pour le show? 5 sur 10. Moi, j'ai mis 6. Ah. Parce qu'au début, j'aurais mis peut-être un 4,5. Mais avec le 3-way tag team puis Torrie Wilson, j'ai monté ça à 6. T'as le droit. Ouais. Je vois pas. Peut-être 6,5 pour Huge Erection. Là. Moi, j'ai mis 5 parce que côté match, c'était pas assez solide. Là. Ouais. J'ai été diverti, mais pas pour les bonnes raisons. C'est ça, ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que il y a 11 matchs, mais il n'y a pas un match qui a duré plus que genre 10-15 minutes.
Fait que t'as pas eu le temps vraiment. Match, hein, c'est ça. Non, je le sais, mais non, mais dans le sens qu'il aurait pu avoir facilement 7 matchs qui durent 5 minutes, puis d'en avoir un qui dure 25 minutes d'une demi-heure. Le premier match, puis le match de Steiner, qui c'était vraiment des matchs de lutte. Ben Piro contre Awesome, c'était bon aussi. Mais à part ça. Awesome, tu veux dire. Ouais, excuse, Ben Piro contre. J'ai manqué ça. Contre Awesome, ouais. Ouais. Fait que c'est ça, le match of the night, on s'entend que c'est le three-way tag team. Ouais. Puis le worst match of the night, on s'entend que c'est le combat mixte. Mais ça, je combat mixte, je rajouterais le combat de kickboxing. Non, combat mix. Non, je sais, le combat mix en premier, mais je veux dire que le combat de kickboxing n'est pas bien loin derrière. Là. Ouais, mais en même temps, un combat de kickboxing, déjà en partant, tu tues un match, on sait que ça ne sera pas intéressant vraiment. Ouais, c'est ça. Parce que le monde, il paye pour. C'est pas World Championship Kickboxing, là. C'est ça l'affaire. Mais tu sais, c'est de l'entertainment. Eux autres, ils essaient d'en mettre un peu pour tout le monde, hein, si on veut. Ouais. C'est pas WCKW, là, c'est WCW. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont morts aujourd'hui. Ben, pas juste pour ça, mais en tout cas, c'est ça. Repose en paix. Ça a été quand même divertissant comme époque. Oh ouais, c'est là-dessus, Vera, c'est là que beaucoup de nos moments préférés sont arrivés. Là. Mais tu sais, faut nous remercier parce que c'est nous autres qui écoutent le show, c'est pas vous autres. C'est vrai. Dans le fond, on fait ça pour que vous autres ne pas le regarder, dans le fond. Mais on vous le conseille juste pour pleurer, rire, saigner surtout des pleurer. yeux. Surtout pleurer. Surtout pleurer, ouais. Fait que c'est ça. Bref, c'était Halloween Havoc 2000. C'était bien le fun. C'était... ben, tu sais, ça change un peu. C'est ça qu'on va faire avec le podcast. On va aller partout dans la lutte. Puis il y en a de la lutte là, depuis combien d'années que ça existe? Ça fait longtemps? Là? Ben oui, c'est au moins des années 70 au moins comme il faut. Mais tu sais, nous autres, on va y aller plus, mettons, fin 80, puis après ça, 90 en montant. Fait qu'on peut facilement faire... mettons 87 en montant, mettons. C'est ça. Fait que on peut faire 100 podcasts et plus. Là. Il y a tellement de sujets dans la lutte. C'est ça qui est merveilleux. Ouais, un moment donné, on va faire les recaps de TNA. Un moment donné, beaucoup de pay-per-view qui vaut la peine d'être regardé à TNA. Là, mais des moins bons aussi, évidemment. Là. Il y a eu, ceux juste avec des combats de cage tout le long. Là. Ben, de toute façon, aussitôt que les Hogan Nash sont arrivés là-dedans, ça a foutu un peu à marde. Hein? Exactement. Fait que c'est ça. Si on conclut notre regard sur Halloween Havoc 2000, j'espère que vous avez aimé ça. Ben, j'espère aussi. Puis n'hésitez pas, hein, sur Facebook, on est là, on check vos messages quand il y en a. Sur YouTube, on check vos messages quand il y en a. Abonnez-vous. C'est vrai, puis abonnez-vous. Je dirais même aller écouter notre dernier podcast, parce que ça, c'est le prochain podcast qui va sortir, mais le dernier podcast qu'on a fait avec l'excellent Jean Brassard. Oui, une excellente entrevue de 45 minutes qu'on a faite avec lui. Oui. Puis merci beaucoup en passant. En 3 jours, c'est notre vidéo le plus vue sur YouTube. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Ouais. Fait que prochaine fois, on se rencontre, on fait des petits weekly, on parle de AEW, qui a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ouais. Dont le 30 ans de carrière de Chris Jericho, le spécial. Mm-hmm. Plus le show anniversaire d'un an de Dynamite. On va parler peut-être pas longtemps, on va parler de nos impressions de la première année de Dynamite. Ouais. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On va parler aussi justement, on a vu Clash of Champions, on n'a pas fait le review. C'est vrai. On l'a fait un peu avec Jean. On va revenir un peu là-dessus, peut-être pas plus approfondi, mais on va en parler encore un peu. Parce qu'il y a l'NSL qui s'en vient aussi bientôt. Ouais. Il y a le draft aussi. Puis au mois d'octobre, on a un autre Halloween Havoc, comme on a dit plus tôt. Puis au mois de novembre... Survivor Series, on embarque là-dedans. Ouais. Fait qu'on est bien occupé. On est sur Zoom à cause de la deuxième vague. On fait-tu une petite primaire? On annonce-tu le premier Survivor Series qu'on fait? Ouais, vas-y. Une petite primaire, regardez, pour le fun, en bonne franquette. Là. Le premier Survivor Series qu'on va commencer, c'est Survivor Series 1991. Avec, entre autres, un match de championnat entre Hulk Hogan qui a défendu sa ceinture contre The Undertaker. Et en plus, pour ce podcast-là, on va avoir le retour d'un invité, Alfredo. Oui, Christine Diano. Et voilà, parce que moi, je l'ai dit tout croche. Puis Alfredo qui a trippé à notre podcast. Fait que, on a trippé aussi. Puis c'est un fan old school. Fait que, il est plus vieux que nous autres. Fait que... Il est plus vieux que nous autres. Fait que Survivor Series 91, c'est ça, hein? 91? Oui. 91, fait que ça va être parfait. Puis évidemment, puis bientôt, aussi, évidemment, pendant Survivor Series, on ne pouvait pas passer à côté de
du crew job, hein? Oui, ça va être un Survivor Series qu'on va parler beaucoup de Sean et Brett, entre autres, dans ce review-là. Justement, parlant de ça, je suis en train de lire la biographie de Shawn Michaels, qui est sortie il y a une couple d'années. Mm-hmm. Celle avec le livre avec l'échelle. Oui, puis il est comme ça, là. Oui, exact. Puis, tu sais, là, on fait nos podcasts sur Zoom parce que pandémie oblige, mais ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on va en faire plus parce qu'on n'a pas à se déplacer. Fait qu'on va en faire le maximum qu'on peut pour en mettre 1 à 2 par semaine. Ouais. On ne garantit rien, mais peut-être une aventure audio, peut-être bientôt, on ne sait pas. Oui, il y a bien des affaires qui s'en viennent, puis peut-être un autre invité spécial, là, parce que je viens d'avoir un message, je ne vous en dis pas plus. Fait que c'est ça, des surprises qui s'en viennent. Et parfait. Fait qu'en attendant, c'est ça. Bonne soirée, Marc. Merci d'avoir écouté et reviewé Halloween avec moi. Oui, merci à toi d'avoir accepté parce que c'était vraiment pénible. Ouais, disons qu'il y a une coupe d'argent qui s'est fait passer en dessous de la table. Ouais. Mais ça écho pas mon stress émotionnel, par exemple. Non, ça c'est sûr. Bon, mais je vais regarder d'autres Tori Wilson. Fait qu'en attendant, viens pas m'écœurer sur Facebook. Et bonne soirée. All right. Ciao, ciao.